France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes vendredi, nous sommes le 18 novembre, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h30 avec tout à l'heure, en dernière partie, un hommage consacré à cet anthropologue disparu le week-end dernier à l'âge de 63 ans, Monsieur Malek Chebel. Nous avons ainsi contacté plusieurs personnes qui parlent de lui. Vous écouterez donc cet hommage entre 18h et 18h20 tout à l'heure à Malek Chebel qui a été enterré à Skikda en Algérie cette semaine. Avant cela, nous serons en bonne compagnie et le seul à être à l'heure, et je le salue, c'est Sofiane Lakdari. Comment ça va, Sofiane? Salut Christophe, salut tout le monde. Ça va. Alors Sofiane Lakdari qui sera accompagné de la baronne Bouchraton de quelques minutes, qui est bloquée dans les bouchons parisiens. Et puis Tarek Mami qui doit être aussi bloqué dans les bouchons, mais à sa manière. C'est son habitude d'être en retard le vendredi. Donc avec vous, mon cher Sofiane et le reste de l'équipe, on va bien entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Le dernier débat télé, donc avant le premier tour qui aura lieu dimanche. Toute l'attention sur 3 des candidats, le trio en tête dans les sondages, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Nous verrons donc tout à l'heure, nous en reparlerons en long et en large. Nous parlerons aussi de Emmanuel Macron qui a annoncé, vous le savez, sa candidature à l'élection présidentielle mercredi. Il était en déplacement hier du côté de Marseille. Et puis nous recevrons également tout à l'heure l'ambassadeur de Sultanat d'Oman dont c'est la fête nationale aujourd'hui, histoire de faire connaissance un petit peu avec ce petit pays. Tout petit pays, Sofiane. Tout petit pays, mais qui est en train de jouer un rôle très très important dans la région du Moyen-Orient, dans la stabilisation. C'est un pays qui est un pays pivot dans la région. C'est pas pour jeter des fleurs pour le sultan Qaboos, mais quand on voit sa position vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, il ne peut être qu'un intermédiaire. Mais on commence évidemment cette émission par le zapping. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Évidemment, un zapping qui va être largement consacré au débat des primaires, le dernier débat qui avait lieu hier soir sur France Télévisions. Un moment très particulier, assez tendu d'ailleurs, à la question de David Pujadas sur les accusations de Ziad Takieddine et sur cet argent en liquide qui avait été apporté, selon lui, au ministère à l'époque. La question a été posée à Nicolas Sarkozy. Écoutez sa réponse. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Dans ce débat, c'était un petit peu tous contre les journalistes, à l'exemple concret de Bruno Le Maire et cet échange assez musclé avec Jean-Pierre Elkabbach. Écoutez. Visage nouveau, on est capable de changer. Pourquoi ça fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Vous savez ce qu'ont voté les Français. Vous savez, il y a une France des sondages. Il y a une France des commentateurs. Il y a une France des journalistes. Elle est totalement libre. Elle a le droit de commenter. Et puis la France des Français. On en parlera lundi matin. Et la France. Monsieur Elkabbach, je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Et je n'ai pas à recevoir de leçons de votre part sur ma candidature. C'est les Français qui jugeront. Ça n'est pas vous. Et une nouvelle preuve, alors là celle-ci est flagrante, preuve que quand même ce débat a été difficilement mené par les animateurs David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach qui étaient sur le plateau à l'heure où je vais vous parler de ce qui s'est passé. C'est François Fillon qui a organisé une fronde carrément contre Pujadas. Écoutez plutôt, c'est un grand moment de télé hier. Et c'est à vous 7 maintenant non plus de répondre à des questions, mais de vous parler directement, non pas pour guerroyer, enfin vous êtes libre évidemment de tout, mais pour demander des explications, des précisions, peut-être de souligner vos différences. François Fillon, est-ce que je peux faire une remarque? Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. On n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour s'interpeller les uns entre les autres. Il y a eu des discussions avant cette émission et c'est la position que vous avez prise. C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une
une conception en termes de spectacle, pas en termes de Écoutez, fond. je ne sais pas s'il y a Moi, eu je vous beaucoup le de dis, spectacles ce soir. Je vous dis simplement, On a été pas au fond assez, des choses. mais je vous dis simplement que les Français, ils veulent savoir ce que le futur président de la République va faire en matière de santé, sur les questions qu'on vient de balayer en 30 secondes. Alors, permettez-nous, si vous voulez, moi je vais commencer en disant que je voudrais qu'on réforme profondément la politique de santé de notre pays. Peut-être que mes amis pourront intervenir sur ce sujet. Alors, je si voudrais vous une revenez politique sur de les santé, positions prises je pour voudrais une l'organisation politique de ce santé, débat. je voudrais une politique de santé qui soit basée sur les médecins généralistes. Je voudrais une politique de santé qui soit désétatisée par rapport à ce qu'on a fait depuis des années. Je voudrais une politique de santé qui donne beaucoup plus d'autonomie François aux Fillon, établissements. laissez-moi vous poser une question et vous comprendrez quel était le sens de la démarche qui a été acceptée par tous. Alain Juppé, ici, dit votre programme qui est réputé être le plus en rupture avec ce qui se passe aujourd'hui, le plus radical, ce mot n'a rien de désobligeant. Ce programme, il dit, il a des côtés irréalistes. Il estime, par exemple, que la suppression de 5 à 600 000 fonctionnaires en 5 ans, ce sont des billevesées ou des rodomontades, a-t-il dit. Est-ce que vous pouvez convaincre Alain Juppé que c'est réalisable? Ça, c'est le vocabulaire de M. Pujadas. Non, c'est votre vocabulaire, Alain Juppé. Je sens que c'est parti pour être un débat entre les journalistes et les candidats plutôt qu'entre les candidats. Vous voulez que je réponde à la question d'Alain Juppé posée par M. Pujadas? Non, est-ce que vous pouvez convaincre Alain Juppé que c'est faisable? Il faudrait peut-être d'abord que je dise pourquoi je ne suis pas convaincu. Non, si vous préférez. On vous a entendu souvent dire ça, Alain Juppé. C'est pour ça que je proposais à François Fillon de vous l'expliquer. Pourquoi on part sur ces bases-là? Moi, j'ai envie de faire comme François Fillon, tiens, de parler d'autre chose. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de la ruralité aujourd'hui. Exact. C'est un problème extrêmement important. Ça concerne les 2/3 du territoire français et beaucoup de Français qui sont aujourd'hui intéressant de savoir ce qui vous tient à cœur. J'ai beaucoup, et bien ça me tient à cœur. Voilà, je vous le dis. Mais peut-être que je vais vous faire perdre un pari. Beaucoup de maires ruraux et je crois qu'il faut faire des choses vraiment audacieuses dans ce domaine. Par exemple, accélérer la couverture en très haut débit en téléphonie mobile de l'ensemble des territoires français, y compris de celui qui est en zone grise. Il faut aussi s'assurer que les services publics locaux puissent être de proximité, être maintenus. Il faut lutter contre la désertification. Vous l'avez dit. Et il y a des solutions pour tout ça. Donc voilà de quoi et j'aimerais parler. Et peut-on supprimer 5 à 600 000 fonctionnaires en 5 ans en France? Écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Moi, j'ai proposé de supprimer 200 000 à 300 000 postes de fonctionnaires. Et je dis à François, effectivement, que son chiffre de 600 000 n'est pas réduit. Je peux m'expliquer. D'une part, excuse-moi de te poser la question jusqu'au bout. Voilà. Donc, tu es parti de 600 000. Aujourd'hui, tu es à 500 000. Très bien, je veux bien l'admettre, on va évoluer. Ensuite, tu as parlé de 500 000 fonctionnaires. Et c'est écrit dans un texte que je n'ai pas apporté ici, mais que je pourrais te transmettre si tu veux. Voilà pour ce qui est de ce zapping et les quelques moments choisis, extraits de ce débat qui était pas le meilleur débat, hein, Sofiane, parmi les trois. Oui. Je vous donne quelques chiffres. Les audiences donc de ce débat diffusé hier soir sur France 2, 5 94 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est un petit peu moins de mémoire que le premier qui avait été diffusé sur TF1. Un petit peu plus que celui de BFM TV et de iTélé. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de voir, il y a une observation à faire avant que l'on rentre dans les détails de ce débat avec nos intervenants, c'est Twitter. Alors, celui qui a été le plus actif sur Twitter, c'est François Fillon, qui a gagné à peu près 400 followers à la minute au moment où il s'exprimait, au moment fort de l'émission. Et donc c'est lui qui a été le grand gagnant de Twitter. Et par exemple pour ce qui est des tweets, donc eh bien cette émission a été parmi les 3 débats le plus tweeté. Il y avait, je crois, de mémoire 200 000 tweets pour le deuxième débat, à peu près autant pour un petit peu moins pour le premier. Et là, on aurait largement dépassé les 200 000 tweets de réaction donc sur le débat d'hier. Ça, ce sont des chiffres. Voilà, on peut en faire ce qu'on veut, bien sûr, mais ce sont des chiffres. Ta première réaction, Sofiane, sur ce débat, est-ce que pour toi, est-ce que ça correspond finalement avec le sondage qui apparaît aujourd'hui, à savoir que Fillon a largement grimpé et remporté ce débat? Oui, ce qui m'a interpellé moi au cours de ce débat, c'est la première fois que j'ai vu Alain Juppé un peu paniquer et essayer d'interpeller Monsieur Fillon ou bien Sarkozy à un certain moment, alors que les 2 premiers débats, Monsieur Juppé ne s'exprimait même pas, on ne regardait même pas les personnes qui étaient avec lui, il regardait plutôt la caméra et il essayait de s'exprimer avec la population française. Moi, ce qui m'a interpellé, en gros, c'est François Fillon qui a exprimé une politique étrangère complètement différente par rapport aux autres. C'est flagrant.
flagrant et en même temps, là, une politique économique qui est chiffrée et qui est libérale. On peut être pour ou contre, mais c'est une politique économique qu'il a étayée au cours de dans son livre. Alors, on en reparlera de toute façon plus en détail dans un instant, Sofiane, si tu le permets. Oui. Bien sûr, le premier tour c'est dimanche et je vous pose la question concrètement aujourd'hui. Est-ce que vous allez, à l'issue de ces 3 débats, vous, auditeurs, auditrices, que vous soyez de droite ou pas d'ailleurs, vous déplacer pour voter? Sachant, je rappelle quand même qu'il faut payer donc 2 € pour participer à cette primaire et surtout signer la fameuse charte qui indique que vous êtes d'accord avec les valeurs de la droite. Est-ce que vous êtes prêt à faire pour X ou Y raison d'ailleurs? Il y en a beaucoup qui vont le faire pour éliminer Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça va marcher ou pas? On aura la réponse en tout cas dimanche soir. Mais est-ce que vous êtes prêt à le faire? Votre réponse m'intéresse. 01 40 33 9000. On est de retour nous très vite juste après la pause et avec j'espère nos 2 autres chroniqueurs qui seront arrivés, à savoir la Baronne Bouchra et Tarek Mamie à suivre. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mamie qui est arrivé. Ça arrive au compte-gouttes aujourd'hui, hein. Sofiane le premier. Tarek Mamie, comment ça va Tarek? Alors très bien, bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais accaparer la parole en vous disant qu'hier j'ai regardé une chaîne d'information continue et pas celle à laquelle tout le monde peut penser. Et leur plus grand analyste, en fait, est arrivé avec pratiquement 20 minutes de retard. Et l'animateur dit, donc on va recevoir un tel, mais il est pris dans le bouchon et il est arrivé, s'excuser, les bouchons c'est Paris. Ouais. Excusez-moi pour Bouchra, pas pour moi. Moi, je suis là. Ah oui, d'accord, parce que je vais dire. Attends, mais Tarek, il était dans les bouchons, c'est ça, oui. À d'autres. Alors. Je plains Bouchra, qui n'est pas là. Oui, bon, elle les écoute dans la voiture. Elle a eu des accidents sur la route, évidemment, donc, forcément. Elle arrive d'ici quelques instants. Alors, avant de passer, à vos avis tranchés, d'abord, je rappelle les chiffres, sont importants. Le débat d'hier soir, dont on va parler quand même assez en longueur. Sur différents aspects. C'était pour moi d'ailleurs, je sais pas si vous partagez cet avis, l'un des plus ennuyeux des 3 débats. Tout à fait. Et puis le chiffre, je le rappelle, l'audience très importante, 5 94 000 téléspectateurs. C'est le chiffre donc qui est apparu, publié ce matin par Médiamétrie, ce qui fait d'ailleurs, juste pour vous compreniez un petit peu, c'est quasiment à égalité avec la série que diffusait hier soir TF1. Donc c'est un bon score hein, pour France Télévisions et pour ce débat. Et comme je le disais donc tout à l'heure avec Sofiane, c'est sur Twitter où est apparu en tout cas le grand gagnant de ce débat, François Fillon, qui à des moments forts de l'émission a gagné quasiment 400 followers à la minute. Sofiane qui connaît un peu Twitter, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Voilà. Et aussi le débat qui a été le plus tweeté, enfin le plus commenté sur Twitter. Justement, question technique. Oui. Si moi je passe sur France 2 et que je demande aux millions de Français qui me connaissent à titre personnel, familial et tout ça, de se mettre devant leur ordinateur et de tweeter, est-ce que ça veut dire qu'effectivement auprès de la totalité de la population française, je suis succès? Mais question technique. Ça peut prouver un seul truc, c'est qu'il y a une mobilisation des sympathisants de Fillon, contrairement aux autres candidats. Voilà. Donc sur Twitter, c'est lui qui l'a emporté largement. Donc ce sont des réponses techniques. Oui, tout à fait. Absolument. Et puis voilà, c'est un peu le même principe. On cherche François Fillon sur Twitter et on clique sur suivre et hop, c'est tout ce qu'il va publier sur Twitter, on le verra. Oui. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc ça, c'était pour la partie un peu technique. Hein. C'était intéressant mais sur laquelle beaucoup de candidats maintenant misent énormément. Eh bah oui. Oui, parce que c'est notamment Twitter pour les hommes politiques qui utilisent beaucoup cet outil. Contrairement à Facebook. Donc, ça permet que leurs sympathisants, les gens qui les suivent, peuvent suivre leur campagne minute par minute. Exact. Alors, le débat, on va commencer à en parler. Donc, il y a plein d'adjectifs hein, pour éventuellement qualifier le dernier de ces 3 débats télévisés hier soir. Primaire de la droite, confus, convaincant, outré, pour résumer entre autres ces 2 heures d'échange, alors que c'est dans 3 jours hein, qu'a lieu ce premier tour, dans 2 jours, puisque c'est dimanche, pour partager les 7 candidats en liste, 7 candidats et 2 jugés plus convaincants que les autres. Alain Juppé et François Fillon, loin devant Nicolas Sarkozy, l'ex-président qui, d'après les sondages, est de plus en plus menacé par la remontée de celui qui fut son Premier ministre pendant 5 ans. Alors comment expliquer, Tarek Mamie, Sofiane Lagdari, comment expliquer cette remontée spectaculaire? On l'avait un peu prédit cette histoire, hein. Fillon, lors de la dernière semaine, pourrait remonter sérieusement. Est-ce que les médias dans ce pays, finalement, décident? Sofiane, est-ce qu'on a la pression, non? Moi, je répondrai sur la question médias. Est-ce que les médias font l'opinion ou pas?
Maintenant, si on voit au niveau international, ils n'ont plus la maîtrise. Non, mais je répondrai moi sur le média, mais pourquoi Fillon monte aujourd'hui? Comment expliquer le phénomène? Parce que je rappelle juste, avant de te laisser la parole, Sofiane, je crois, alors de mémoire, je crois que fin août-septembre, c'était Sarkozy qui apparaissait bien placé. Ensuite, ça a été la période Juppé. Pendant plusieurs semaines, on nous a dit Juppé, ça y est, c'est lui qui va l'emporter, etc. Juppé depuis un an. Hein. Ouais. Mais les médias se sont focalisés là-dessus. Et puis là, pour cette dernière semaine de campagne, c'est Fillon. Oui. Tout le monde sur Fillon. Voilà. Oui. Alors comment expliquer ça, Sofiane? Non, maintenant, on est en train, depuis la dernière semaine, ils ont commencé à parler de François Fillon, alors qu'au niveau programme, il a écrit un livre il y a plusieurs mois. Il a essayé d'étaler son programme depuis plusieurs mois. Maintenant, s'ils ont décidé de donner plus d'importance à François Fillon, c'est qu'on est en train de voir peut-être dans le monde virtuel, sur Facebook et Twitter, moi je voyais beaucoup de sympathisants de Fillon, et les médias les ont essayé d'occulter. Et quand on voit le revers qu'a eu peut-être Madame Clinton aux États-Unis, ils n'ont pas voulu se décrédibiliser encore une fois. Ils ont essayé un peu de donner plus de poids à cette remontée de François Fillon. Moi, je l'ai vu depuis plusieurs semaines, depuis 2 ou 3 semaines. Pour ne pas vous cacher, beaucoup de sympathisants de l'extrême droite française sont avec Fillon. S'ils sont à choisir au niveau des Républicains aujourd'hui, ils sont partagés entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Ceux qui sont veulent Sarkozy pour que beaucoup de gens ne se mobilisent pas au second tour des élections face à Marine Le Pen, et d'autres qui veulent vraiment avoir leurs idées concrétisées par un candidat, et ils votent François Fillon. Chose qu'on voit pas chez les sympathisants d'extrême droite pour Juppé, par exemple. Alors maintenant, est-ce que les sondeurs, ils ont décidé de donner plus d'importance à cette aura-là? Je me pose la question, est-ce qu'ils veulent plus se décrédibiliser? Ils essaient un peu de jouer sur tous les points pour être plus crédibles. Je sais pas exactement, mais les sondages, on est en train de voir qu'ils ont changé presque de 180 degrés. Ouais. Et ils le mettent entre hier et aujourd'hui, par 180 exemple. 180 degrés en une semaine. C'est impossible, techniquement, c'est impossible que les gens puissent être aussi satisfaits de Fillon alors qu'il n'y avait pas d'émission politique importante. Il n'y avait rien d'aussi important qui puisse, ou bien d'une affaire de justice pour Juppé ou pour Sarkozy. Mais on a vu que les sondages ont donné plus d'importance maintenant à Fillon. Je pense qu'ils ont peur d'être décrédibilisés parce qu'au niveau virtuel, comme je l'ai dit, sur Twitter ou Facebook, beaucoup de gens sont pour François Fillon. Est-ce que c'est les médias, Tarek, qui font un petit peu la loi? Je viens, mais moi j'ai une explication politique, sociologique, technique que je n'ai pas entendu dans la presse en général, donc je ne veux pas faire le prétentieux, mais moi je pense qu'il y a une grande partie des électeurs qui étaient traditionnellement RPR, pour être clair, pas LR, c'est-à-dire Chirac et tout ça, qui sont partis chez Le Pen à cause de Sarkozy pendant son mandat. Aujourd'hui, ils ont un problème de conscience et ils ne veulent plus de Sarko. Juppé, c'est pas leur tasse de thé. Fillon correspond plus ou moins à leur vision, gaulliste, souverainiste, et donc ils vont dire on va participer aux primaires pour donner toutes les chances à Fillon. Et si Fillon est bien placé, au premier tour, on votera des présidentielles au mois de mai, on votera comme un Fillon. Ouais. Donc moi, je pense qu'il y a un déplacement. Mais ça existait bien avant. Maintenant, les sondages. Non, mais il les trouve. Ils les trouvent. Maintenant, ils sont en train ils sont obligés de les trouver. Voilà. Avant, ils les trouvaient pas, et c'est ce que Trump a appelé, à raison, les électeurs cachés. Et donc, les électeurs cachés, ils ne disent pas aux sondeurs ce qu'ils vont faire pour de bon, pour 1001 raisons. Mais cette fois, je pense que, sincèrement, moi, je pense que c'est une libération de beaucoup d'anciens électeurs, et je dis bien RPR, qui veulent revenir au RPR parce que ils ont voulu utiliser le Front National pour titiller et pour montrer qu'ils sont pas contents, mais s'ils ont une politique internationale à De Gaulle, c'est-à-dire on parle avec les uns et les autres, le problème de de Bachar n'est pas le problème immédiat. À l'intérieur, on va faire ci, on va faire ça, on va revenir sur la nationalité française comme l'a fait Pasqua. Donc ils ont assez d'éléments en politique intérieure et en politique internationale pour dire nous allons tester. Et s'il fait un bon, en projection, un bon 17-18%, donc s'il a une chance d'être deuxième derrière Marine Le Pen au présidentiel, on aura un vrai choix parce qu'on a l'extrême droite et on a la droite qui fait le travail. Alors, moi, je pense que c'était une explication qui n'est pas beaucoup entendue dans la presse française, mais j'y crois. Sofiane, en même temps, au niveau des sondages, on n'a pas on sait pas exactement est-ce que la mobilisation au niveau des gens qui sont de gauche ou d'extrême gauche qui vont se déplacer aux ces élections. Non,
Alors, les sondages, ça c'est pas indicatif. Ouais. Voilà. Au niveau républicain, on le ressent comme quoi que Sarkozy arrive en tête avec François Fillon. Alors ça c'était avant le débat. Avant le débat. Ouais. Aujourd'hui, il est pratiquement là, troisième. Il a sérieusement reculé là. Il a 18%. Là. Alors du coup, l'affaire peut-être Takedine, elle lui a fait du mal. Oui. Mais Fillon, on voit qu'il a... L'affaire Takedine... On en parlera tout à l'heure. Non, mais juste vraiment 5 secondes. La France profonde peut ne pas avoir été au courant de ce que a dit Takedine 48 heures avant. Et donc, beaucoup ont dû découvrir au cours de la soirée. Tout à fait, parce que la question n'a jamais été posée par aucun journaliste. Voilà, et donc c'est pour ça que notre part a Pujadas. Oui, il s'est fait... C'était le premier et le seul. Hein. Voilà, non mais... Donc, et derrière, les gens, ils ont dit tapoter, c'est quoi Takedine, c'est quoi valise, machin. Est-ce que c'était approprié? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Tout le monde aurait crié au scandale. C'est-à-dire que... D'ailleurs, on vous a mis le passage de cette question sur le Facebook. Hein. Et la phrase de Sarkozy, je suis service public, 3 fois, ça veut dire clairement, si je gagne, tu dégages. Ouais. Ah oui, non, c'est clair. Ah. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que Pujadas n'a pas trop insisté, parce qu'il aurait pu continuer d'insister, mais bon. Alors, l'autre explication, en fait, les médias font l'opinion en Occident en général, même si on va nous rappeler qu'avec Trump il y avait 200 et sur 200 journaux il y avait 180 journaux, il y avait 196 qui étaient pro Clinton et qu'elle a perdu, mais les médias font l'opinion chez les gens indécis qui ne savent pas quoi faire. Et ils disent on va être comme tout le monde, on va suivre. Et donc les médias ont une large part et ça pose le problème de la propriété des médias. Alors, en France, parce que quand vous avez un groupe qui va devenir hégémonique, le groupe BFM, et tant mieux pour son patron qui navigue d'un point de vue stratégique. Non, mais je parle de son vrai patron, Monsieur Veil. Veil, ouais. Non, moi c'est Drahi vient faire de l'argent, il s'en va. Mais Monsieur Veil qui a pris quand même une petite radio. RMC à l'époque quand il a prise en 2003 ou un truc comme ça. Une petite radio. Non, mais quand il a prise. Non, quand il l'a prise, c'était une petite radio avec moins de 30 fréquences. Depuis, il a obtenu plein de fréquences, il a trouvé des formats populaires, populistes qui correspondent à l'esprit du temps, et il en a fait... Talk. Non, oui, du talk, et du foot, et Madame Lahaye... D'ailleurs, ça marche très bien. Madame Lahaye n'est plus. Hein, non, mais je parle comment on a construit. Donc, Madame Lahaye qui a amené de l'audience, une réputation, il a fait 2 grands coups qui ont fait mal au reste de la presse. Il ne diffusait pas sur le 2/3 de la France et il achète les droits de la Coupe du Monde de football. Et il dit aux radios qui veulent les prendre gratuitement, ils les prennent juste en disant RMC. Donc il a fait beaucoup de coups en termes stratégiques de concurrence. Aujourd'hui, il n'y a aucun média, ni radio, ni télé, qui fait de l'autopromotion comme BFM le fait. Quand vous regardez BFM, vous regardez ce soir et vous savez ce que vous avez le soir, demain matin, demain après-midi, le dimanche. Donc, il a trouvé une stratégie de communication et ce groupe va devenir hégémonique pour faire l'opinion. Et donc, il y a plein de gens dans les cafés et tout ça. Et là, en plus, une chance terrible. Avant, c'était TF1 dans toutes les maisons. Pourquoi TF1? Parce que c'est le premier canal. Faut aussi connaître la technique. Avant, quand vous appuyez sur un bouton, c'est TF1 qui s'ouvre. C'est mécanique. Et là, quand on monte pour chercher les télés d'information continue, on commence par BFM, mais on est resté dans tous les cafés. Il y a BFM, c'est pas un choix stratégique. Le patron du café ne dit pas, j'ai en 17, en 18, en 26, en 31, je vais choisir. Non, la première, et puis il laisse. Et donc, c'est tout ça qui a fait le boulot. Et aujourd'hui, donc, les médias participent largement à faire l'opinion, en tout cas l'opinion des non politisés, de ceux qui sont un peu délaissés et surtout des indécis qui ont un complexe dans ce pays comme dans tout le pays du monde et ils disent on va faire comme la majorité des Français parce que la majorité des Français, comme disent certains, ne peuvent pas se tromper. Alors avant de rentrer plus en détail dans ce débat puisqu'il est très intéressant à disséquer et avant de passer à vos avis tranchés pour vous et rapidement Sofiane, qui a gagné hier soir le débat? Moi depuis Est-ce qu'il y a un vainqueur qui selon vous se dégage? Moi, je pense en 15 minutes, c'est très difficile pour un candidat d'exprimer son programme ou détailler son programme. Mais ce qui ressortait de ce débat, c'est la posture de Monsieur Fillon, qui me paraissait un peu un homme d'État par rapport aux autres candidats. Je pense peut-être par sympathie à ce monsieur, malgré qu'il y a beaucoup de critiques à faire par rapport à son programme, notamment à l'intérieur de la France. À l'intérieur de la France, mais moi je pense que de l'extérieur. Donc pour vous, c'est Fillon qui a gagné. Moi, Fillon. Ouais, Tarek. Pour moi, c'est Juppé pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a commencé à jouer le mal jeu qu'il fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il attend. On dirait que
comment dire, Juppé, si on devait prendre une image de football, cher Christophe, vous qui êtes dans le foot, il y a un problème technique? Non, pas du tout, non, juste, il y a Bouchra qui arrive, c'est tout. D'accord. Si on prend une image de football, cher Christophe, Juppé joue gardien, et garde. Il faut que rien que passe. Et quand il est emmerdé parce qu'il a reçu 3, 4, 5, 6 balles, il joue au numéro 10 pour aller marquer. Ouais. Et hier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par jouer derrière, attendre les coups. Et quand Fillon est sorti sur les 500 000 fonctionnaires, je ne veux pas rentrer dans le détail pour ne pas ennuyer les auditeurs, mais en tout cas, quand Fillon est sorti pour imposer le débat, le seul qui est sorti derrière, ça a été Juppé pour le replacer. On appelle ça encore dans le football, marqué à la culotte. Donc, il y a deux qui ont imposé le rythme hier, c'est Fillon, Juppé, Juppé, Fillon. Sarko était éteint. Et Sarko, je pense que psychologiquement, il a été déstabilisé par la question 3 valises. Et puis après, c'était difficile. Il a essayé de se maintenir quand même après. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et même quand il dit, moi, je sais qu'est-ce que c'est comment dire, les militaires sur terre, machin. Ça passait plus. Et il y en a une qui est venue s'amuser hier soir. C'est NKM. C'est NKM. Ah ouais. Elle est venue s'amuser. Et je l'ai trouvé vraiment la plus honnête parce que parmi, vous avez dans les phrases de conclusion, elle a dit, contrairement à mes concurrents, je sais que je serai pas élu, mais voilà, vous avez cette possibilité aussi de vous faire entendre dans l'occasion du premier tour. Et j'ai trouvé ça assez honnête. Non, mais et elle est venue s'amuser, c'est-à-dire que elle a réalisé au bout de 2 débats que, on va encore le dire, je le dirai tout à l'heure dans mon avis tranché, la France n'est pas encore prête à avoir une femme présidente de la République, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Et donc, on a vu ce qui s'est passé en 2007 avec Ségolène Royal. Et derrière, donc, elle semblait dire, vous m'avez bien vu? Vous pouvez prendre votre pied en votant pour moi. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai au deuxième tour. Deuxième tour, c'est la prochaine. Voilà. Alors, on en reparlera. Et on va saluer Bouchra. Bonjour, Bouchra la baronne. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça y est, vous êtes arrivé? Enfin. Ouais. C'était compliqué, hein. Eh ouais, c'est ça, c'est les bouchons, c'est Paris. Oui. Voilà, bienvenue à bord. Alors on va vous laisser vous installer tranquille. Quand on n'a pas l'habitude d'habiter à Paris, on découvre, parce qu'en province ça roule beaucoup mieux, mais dans la grande banlieue. Alors, toi, ton coup de cœur, Bouchra, ça va être, on va parler d'un film. Oui. Alors ils vont venir en personne. Oui, on a le réalisateur et un des acteurs principaux. Voilà, donc de quoi, pourquoi pas aller au ciné ce week-end. C'est un film qui est au ciné en ce moment? Oui. D'accord, très bien. Eh bien, parfait. On va y aller donc pour les avis tranchés. Bouchra, je te laisse t'installer tranquille, hein, t'inquiète. Hein. On va. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je rappelle, en cette question que je vous pose, amis auditeurs, auditrices, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Dites-nous, je ne me demande pas pour qui, hein. Si vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème, c'est un bonus. Mais si vous allez déjà faire le pas de vous déplacer, vous nous appelez 01 40 33 9000, que l'on soit de droite ou pas. D'ailleurs, si on est de droite, c'est plus facile. Si on ne l'est pas, est-ce que ça vous pose un problème de conscience? Vous nous direz, vous nous dites 01 40 33 9000. Je propose de commencer cette série d'avis tranchés avec Sofiane Lagdari. Oui, et moi je voulais revenir sur le pot de départ qui est en train d'être fait par Monsieur Obama et malheureusement un énième revers à la diplomatie française. Et je voulais donner un peu un avis tranché sur cette question-là. Alors, je voulais partager avec vous l'énième humiliation et l'énorme affront que vient de connaître la France. Le président américain Barack Obama fait actuellement sa tournée d'adieu en Europe. Une tournée, c'est bien un gros mot, puisqu'il a choisi de s'arrêter à Berlin pour voir, dit-il, sa grande amie Angela. Alors, au-delà du fait qu'il n'a pas daigné s'arrêter en France, c'est une humiliation parce que, figurez-vous, le président de la République a été convoqué à Berlin de manière non négociable, pour citer un diplomate du Quai d'Orsay. Alors, est-ce que vous imaginez une seule seconde le général de Gaulle répondre à une convocation non négociable d'un président américain pour son pot de départ? La réalité que c'est en France que devait venir monsieur Barack Obama. Parce que la France est la véritable puissance géostratégique de l'Europe. La France qui est la seule puissance nucléaire de l'Europe continentale. Plus de 280 ogives nucléaires. La France qui dispose d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh ben non. Obama, comme le reste du monde, aujourd'hui il considère que l'Europe a comme centre de gravité Berlin. Quel déclassement, quelle humiliation pour notre pays. Ce déclassement que nous devons malheureusement à la médiocrité de ceux qui nous ont dirigés
de ceux qui nous dirigent actuellement depuis plus de 30 années. Tarek, est-ce que vous partagez cet avis de Sofiane sur l'humiliation faite une nouvelle fois à la France? Je dirais pas humiliation, je dirais un déclassement au vu aussi de tout le monde. C'est-à-dire que la France, on le dit d'ailleurs, notre ami Raphaël Liogier l'écrit dans un superbe livre sur le déclassement de la France et de l'Angleterre d'ailleurs, les deux anciens empires du monde, qui depuis 56 et l'affaire du canal de Suez ne pesent plus rien dans le monde. Ils ont continué à peser tant que le général pouvait encore faire illusion, tant que Valéry Giscard d'Estaing tenait la route, jusqu'à Chirac et 2003, donc le discours à l'ONU de Villepin. Mais aujourd'hui, effectivement, un président français normal, comme le dit notre président, n'aurait pas dû partir en Allemagne. Et il dit aujourd'hui, vous avez fait la Grèce, on sait d'ailleurs pas pourquoi, mais bon, pour dire on est là, on va continuer à vous aider. Vous avez fait l'Allemagne, le minimum c'est que vous fassiez un saut à Paris, même une demi-heure en passant, vous garez votre voiture comme dit l'autre, place de la Concorde, vous venez à pied, vous me saluez, on fait une photo et vous partez. Le fait que Obama ne fasse pas ça et que Monsieur Hollande accepte d'y aller, ça veut dire que la France ne pèse plus rien aujourd'hui. Et surtout que les relations maintenant avec les États... Et je rajoute un mot de Fillon hier, dont je partage pas la totalité de prise de position, qui a dit 3 fois le mot Russie. La première dans la politique, la deuxième à propos des Soyouz et donc des spationautes français, il dit franco-russe. Et la troisième, quand il dit, on va pas quand même laisser les États-Unis d'Amérique et la Russie s'entendre sur notre dos. Et là, aujourd'hui, ils s'entendent sur le dos de la France. Allez, on accueille Méziane qui est avec nous. Bonsoir Méziane. Oui, salam alaikum à tous. Bonsoir Méziane. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer, vous, pour voter dimanche? Ah non, moi, je me déplace pas, moi. Ah, très bien. Ouais. Pourquoi? Parce que je veux pas voter pour des gens qui peuvent rien faire. De toute façon, ils peuvent rien faire. Parce que la politique, elle est plus décidée au niveau de la nation. Elle est décidée au niveau de Wall Street et des places financières. Conséquent, de toute façon, je crois qu'il n'y a plus de président de la République dans aucun pays du monde. Il n'y a que des gestionnaires. Donc, il n'y a plus de vraie politique. Et il y a que c'est la finance qui a pris le dessus sur le monde. Maintenant, à la marge, il peut y avoir par-ci, par-là des petites bricoles. Mais ce qu'il faudrait, c'est un grand coup de balai. Et il y ait un espèce de Gaulle avec un esprit un peu patriote. Vous n'avez pas retrouvé cet esprit de Gaulle dans l'un des 7 candidats? Non, ce sont des gestionnaires. Le seul, éventuellement, dans ce groupe-là, mais d'une manière assez minime, malgré tout, c'est Poisson, qui est un catholique. Oui. Et qui a, en dehors de l'aspect politique, un aspect, comment on appelle ça, il y a une espèce d'humanisme et de sentiment de nation et de patrie, et que les autres, ce sont que des gestionnaires. Ils pourraient très bien être à la tête d'une entreprise. Aujourd'hui, ils peuvent être chez les marchands d'armes, le lendemain, chez des associations. Du moment qu'ils aient la première place, ils cherchent tous la place, mais ils ne cherchent pas le bien de leur peuple. D'accord, on a bien compris, Sofiane. Méziane. Oui, Méziane, pardon. On a bien compris, Méziane. Merci beaucoup, Méziane. Est-ce que, voilà, ce genre de discours, on peut l'entendre de temps en temps. C'est vrai que ça casse un peu le fait qu'on incite les gens à s'inscrire sur les listes électorales, mais bon. Surtout que le fait, par exemple, il parle de gens qui travaillent dans l'Union européenne ou en Europe et ils se retrouvent après comme marchands d'armes. Vous avez Manuel Barroso qui était en ancien au niveau de l'Union européenne et aujourd'hui c'est un employé de la banque Goldman Sachs. Alors ça va dans le sens de ce que disait Méziane. Mais sauf que maintenant, en Europe, on est en train d'assister à un début, il y a un début de quelque chose qui est en train de se faire à partir de l'arrivée de Trump, un isolationnisme. Est-ce que les événements ce tremblement de terre qu'a secoué les États-Unis aura des répercussions en Europe? Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe va être entre les mains de populistes comme la Marine Le Pen, comme beaucoup de prédicateurs le pensent, sérieusement aujourd'hui? Ou bien on aura des gérants qui vont gérer un peu la France avec une certaine paix sociale? Je partage pas l'avis de Méziane, mais je le comprends parfaitement. Tarek, vous le comprenez, l'avis de Méziane? Non. Non. Oui. Moi, je suis partisan de la vieille école. On peut ne pas être d'accord avec eux tous, mais il faut quand même aller pointer au chômage le jour de vote. Donc, faut aller mettre le bulletin. On écrit son nom, on n'écrit pas 50, on s'en fout. Mais il faut que quelque part, si imaginez que sur les 100
100 personnes inscrites. Il y en a les fameux 57 qui votent. Et vous avez tout le reste, c'est-à-dire 43 qui votent avec bulletin nul. Le message est quand même reçu chez les politiques. Je vous rappelle la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Si oui, pourquoi et pour qui éventuellement? Et pourquoi vous n'irez pas voter? Eh bien, vous nous dites, hein, ça nous intéresse. Donc 01 40 33 9000, on prendra un appel de temps en temps. Et puis aussi pour réagir sur les avis tranchés, comme celui de Sofiane qui vient de nous parler de l'humiliation faite une nouvelle fois à la diplomatie française par Barack Obama à l'occasion de sa tournée d'adieu. Alors la France qui fait pas le bon travail, comme disait monsieur Fabius, hein. Oui, ça c'est sûr. Oui, il en a dit des choses, monsieur Fabius. Tarek Mami, dans un instant, on va parler de quoi avec vous dans votre avis tranché? Ah ben moi, c'est pas un avis tranché, vous le savez, c'est un parti pris. Et il va donc parler... Vous êtes l'indiscipliné du groupe. Ah, toujours. Ah oui, toujours. C'est incroyable. Parti pris. Je prends ce parti aujourd'hui parce que je peux changer demain. Ouais. Et donc il est pas tranché à mon avis, parce que si je le tranche aujourd'hui, demain on dira Girouette, il a changé de... Hier il était pour Juppé, aujourd'hui pour demain pour Sarko, après-demain pour Fillon. Donc c'est un parti pris, je peux être aujourd'hui... Je pense que la semaine prochaine vous serez pour Fillon, je pense. Non, mais la semaine prochaine, le vendredi 27, vous voulez dire? Oui, c'est ça. 25. Le vendredi 25, on va parler. Donc c'est dimanche 27. Ouais, Voilà. Deuxième tour. Donc je vais parler les citoyens français de culture musulmane, Oui. et les primaires, les républicains. Et justement, Bouchra, on va parler de toute autre chose avec toi. On va parler de ce qui va se passer le 25 novembre, vendredi prochain. Chacun est tombé par sa date. Hein. Pontoise, Sergi Pontoise. Et puis niveau international. Hein. Bien sûr. À tout de suite pour la suite de ce grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Le grand forum, merci d'être avec nous avec aujourd'hui autour de cette table un plateau ma foi très sympathique avec Tarek Mami, avec Sofiane Lekdari, si bien sûr, mais et Bouchra, la baronne Bouchra. Comment ça va Bouchra? Ça va et vous? Eh ben justement, tiens, puisque tu as la parole, est-ce que tu es prête pour nous donner ton avis tranché? Non. Non, d'accord. Eh bien on va passer à Tarek alors. Tarek Mami. Honneur aux femmes, c'est ça? Honneur aux femmes, allez. Allez Bouchra, à toi de jouer. On t'écoute. Il n'y a pas d'égalité aux femmes dans l'islam. Voilà, justement, j'allais Allez-y Bouchra. J'allais aborder le sujet à l'occasion en fait la semaine prochaine du 25 novembre, la Journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Depuis quand elle existe cette date? Depuis quand elle existe? Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. D'accord. Plus d'une dizaine d'années et donc le 8 mars, j'en parle même pas. Oui, non, le 8 mars on connaît, c'est à peu près 1890. Et le 10 octobre, la dernière fois je vous ai parlé de la Journée internationale des filles, donc ça fait faire 5 ans. 5 ans qu'elle existe cette journée. Et qu'est-ce qu'on achète comme cadeau? Parce que généralement, quand on crée une nouvelle date, pas de cadeau, quand on crée une nouvelle date, c'est pour faire du commerce. Hein. Non, pas du tout. On veut pas de rose, on veut pas de. C'est ce que vous avez pas compris. Voilà, on essaie de comprendre. Hein. Donc, je voulais vous parler d'un sujet assez délicat, donc qui rejoint justement les violences faites aux femmes. Dans les violences faites aux femmes, justement, il y a ces violences conjugales. Ces violences conjugales qui sont assez, qui sont une des causes de décès de énormément de femmes dans le monde. Et donc, je voulais vous éclaircir parce que c'est vrai quand on parle de violence conjugale, quand on parle d'une femme qui a été victime de violence conjugale, j'entends souvent dire que c'est une femme battue. Alors moi, je voudrais vraiment, je passe ce message parce que ça m'irrisse à chaque fois que j'entends c'est une femme battue. On bannit ce mot battue. C'est une femme qui est victime de violence parce que battue, c'est ramener à que la femme soit sujet à un animal. Donc voilà. Donc je ne veux plus entendre autour de moi ce terme de femme battue, s'il vous plaît. Et donc de ces violences conjugales. Donc il existe plusieurs formes de violence. Donc c'est ce que je vais vous expliquer parce que au-delà des violences physiques, il y a d'autres violences que les femmes subissent dans ce monde. Et donc ces violences conjugales. Donc à commencer par des coups de poing, des gifles, des blagues humiliantes, étranglements, brûlures, sévices sexuels, harcèlement, humiliation, menaces, séquestration, destruction de biens. La violence conjugale est un processus au cours duquel un partenaire va développer des comportements de plus en plus violents, multiplier les rapports de force et les abus de pouvoir à l'encontre de l'autre dans le but de le contrôler, le dominer, le soumettre à sa volonté. La violence instaure un fonctionnement familial reposant sur la peur, le contrôle, l'emprise. Elle s'organise dans une sorte de spirale dont l'intensité et la fréquence augmentent avec le temps. Donc, ce qui s'appelle le cycle des violences. Je vous expliquerai après tout à l'heure comment cela fonctionne chez les bourreaux justement de ce fléau. Vivre dans un climat de violence conjugale demande une énergie incroyable. Supporter les humiliations, les insultes, les remarques dévalorisantes, les atteintes physiques ou sexuelles entraînent une tension psychique permanente.
Donc dans les différentes formes de violences conjugales, on retrouve les violences psychologiques. Bien qu'invisibles, ces violences sont profondément destructrices car elles atteignent la victime dans l'estime qu'elle a d'elle-même. Elles la plongent dans un climat de tension permanente, de peur et d'isolement. L'agresseur peut se présenter comme celui qui sait, qui dicte ce qu'il faut faire, qui fait passer sa femme pour une folle, qui critique ses pensées ou ses actes, qui menace de représailles ou de suicide. Il atteint son but en l'humiliant ou la terrorisant pour qu'elle se conforme à ses exigences et accepte tout par peur qu'il ne mette ses menaces à exécution. Ensuite, il y a les violences physiques. Lorsque les menaces ont échoué ou ne sont plus suffisantes pour soumettre l'autre, l'auteur passe au coup. Les violences physiques ont pour objet de contraindre l'autre à se soumettre par la force puisque les insultes, les intimidations et le chantage n'ont pas contraint la victime qui résiste. La violence physique peut intervenir de façon régulière, ponctuelle ou même de manière exceptionnelle. Ensuite, il y a les violences sexuelles. Elles sont les moins dénoncées car toujours associées au devoir conjugal. Ces conséquences sont destructrices car elles blessent la femme dans son être intime. La victime peut être insultée, humiliée et brutalisée pendant un rapport sexuel ou contrainte à un acte sexuel. Donc c'est un viol. Ces violences peuvent aussi prendre d'autres formes, obligation d'agir selon les fantasmes du partenaire, prostitution, partenaires multiples. Et ensuite, on a les violences économiques. Donc cette pratique place la victime dans une situation infantile en lui distribuant de l'argent, en lui demandant ce qu'elle en fait et en vérifiant tous les achats et les factures. C'est un moyen de la contrôler en limitant ou supprimant son autonomie financière. Pas d'argent pour acheter ce dont elle a besoin pour les courses, pas de possibilité de prendre le bus pour aller voir des amis, de la famille, chercher du travail ou apprendre le français. Donc tout à l'heure quand je vous parlais du cercle, donc c'est le cycle des violences. Donc cela commence toujours, donc le bourreau qu'on appelle les pervers narcissiques dans ce fléau. Donc commence toujours par des tensions, créer des tensions. Donc il y a le silence, bouderie, des gestes brusques, des regards noirs, intimidation, mauvaise humeur ou irritabilité. Et donc la victime se dit, il va se passer quelque chose, je marche sur des œufs, je me sens mal à l'aise, j'ai peur. Et ensuite il y a la crise, passant par des violences verbales, sexuelles, physiques ou psychologiques. Et la victime se dit, j'ai honte, je ressens de l'humiliation, je suis en colère, je suis triste. Et ensuite arrivent les justifications du bourreau. Il rejette la faute sur l'autre, minimise ou nie ce qui s'est passé et trouve des justifications extérieures. Et donc la victime se rationalise. Elle dit « Je comprends ces excuses, je me sens responsable, ma colère disparaît. Je me focalise sur mes émotions, je doute de mes perceptions. » Et pour finir, la lune de miel, la fameuse lune de miel, où le bourreau fait des promesses, souhaite oublier l'incident, et il est aux petits soins. Il fait tout pour se faire pardonner. Il offre des cadeaux, des câlins. Et bien sûr, la victime se dit « Je lui donne une chance. Je dois l'aider à changer. Ses promesses me touchent. » Et ainsi de suite. Tension, crise, justification, lune de miel. Ainsi va le cycle des violences. Pour ce, je voudrais vous informer un petit peu de quelques chiffres qui ont été relevés pour cette année. Donc tous les 2 jours et demi, un homicide est commis au sein du couple. 115 femmes sont décédées en une année victimes de leur compagnon ou ex-compagnon. 223 000 femmes en moyenne sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou actuel partenaire au cours d'une année. 84 000 femmes en moyenne sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. Et 36 enfants tués dans le cadre de la violence au sein d'un couple parental. Voilà. Alors quoi faire ? Parlons-en et osons en parler. Donc il existe plusieurs solutions. Il existe un numéro très utile, le 3919 de Solidarité Femmes, de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Il s'agit d'un numéro officiel et national. Et donc au bout du fil, vous aurez des personnes. Ces personnes qui sont à l'écoute, qui vous conseilleront et qui vous orienteront sur des associations proches de chez vous. Ce numéro, bien sûr, est gratuit et n'apparaît pas sur les factures de téléphone. En plus, votre appel n'est pas tracé, ce qui veut dire que jamais votre interlocuteur ou interlocutrice n'enverra la police chez vous. Il faut briser le silence. Ensuite, si, en cas d'urgence, vous pouvez tout simplement, si vous êtes blessé ou vraiment en danger imminent, contacter les secours et n'hésitez pas à le faire, car ils pourront vous conseiller et vous dire justement ce qu'il faut faire pour vous soigner ou vous protéger. Et si vous ne souhaitez pas qu'ils se déplacent, vous pouvez leur dire. Ensuite, dans certains départements, il existe des nouveaux dispositifs que peu de personnes ne connaissent. Donc déjà, en premier temps, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte ou faire une main courante.
Et ensuite, dans certains départements comme le Val d'Oise et plusieurs, vous pouvez bénéficier d'une chambre d'hôtel en tant que victime de violences conjugales. C'est une prise en charge pour 6 nuits qui concerne les victimes seules ou accompagnées de leurs enfants. Donc c'est-à-dire que les victimes peuvent arriver suite à des violences dans un commissariat ou une gendarmerie et demander justement ces 6 bons d'hôtel pour se mettre en sécurité. Et par la suite, normalement, il y a des intervenants sociaux dans les commissariats maintenant qui sont formés pour ce genre de situation et qui pourront orienter ces personnes sur des foyers de mise à l'abri, avec aussi une mise en place aussi de téléphones en très grand danger pour les femmes qui sont en très grand danger avec leurs enfants. Et bien sûr, il faut consulter un médecin et ne pas laisser disparaître les traces de l'agression, parce que c'est très important pour la suite. Donc tout ça pour vous dire que combattre les violences faites aux femmes, c'est pourfendre des cas intolérables de violence des droits fondamentaux et d'atteinte à la personne. C'est un combat de société et c'est un combat universel. Nous sommes toutes et tous concernés et responsables. Bouchra, il y a aussi cet événement la semaine prochaine. Donc je vous invite aussi, de toute façon de partout dans le monde, vous pourrez constater qu'il y a énormément d'événements autour de cette journée du 25 novembre, journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Et donc je vous invite aussi, donc il y a un événement que j'ai organisé avec la Fédération nationale de solidarité femmes et une grosse association du Val d'Oise, donc où on reçoit plein de personnalités officielles des artistes et plein d'anonymes et plein de personnes qui se déplacent justement pour cet événement qui se déroulera au Théâtre 95 dans la ville de Cergy. Et donc Pontoise. De Cergy, c'est Pontoise et Cergy, en fait c'est 2 villes différentes. Ah parce que j'ai découvert ça en arrivant. Cergy Pontoise. Il y a la ville de Pontoise et Cergy. Ah, et d'ailleurs on aura donc toutes les personnes, le procureur, le tribunal de Pontoise, toutes les personnes qui travaillent justement, qui aura une conférence de presse, un débat. Donc voilà, une prise de parole au Théâtre 95. Donc ils se déplaceront parce que c'est la semaine prochaine, donc vendredi 25. On aura l'annonce du 5e plan et donc je voulais aussi vous parler. Donc à ce moment-là, on va inaugurer une chanson et un clip vidéo qu'on a fait avec des femmes qui justement ont subi des violences conjugales, qui ont justement voulu écrire une chanson. Donc il y a eu plusieurs ateliers d'écriture, notamment donc avec plusieurs artistes qui nous ont accompagnés sur ce projet, et donc Kerry James est parrain de ce projet. La chanson s'appelle Toujours debout et il y aura l'inauguration de ce vidéoclip, cette chanson qui est chantée avec plusieurs artistes dessus sur les refrains. Ouais. Donc voilà, et que vous pouvez découvrir. Et puis à la fin de cette journée, on a prévu une petite soirée festive avec un concert et plusieurs humoristes qui monteront sur scène justement pour cette noble cause. C'est à Pontoise et c'est la semaine prochaine. Je vous invite donc à découvrir ça sur les pages Facebook et vous pouvez réserver, il reste peu de places, donc réserver, c'est entrée libre, il faut juste appeler et réserver vos places, tout simplement. On vous mettra toutes les indications sur le Facebook de la radio très très vite. Merci Bouchra. Alors en un mot, si ces messieurs souhaitent réagir sur cet avis tranché, long avis tranché, mais qui a été en tout cas enrichi par des chiffres qui sont à chaque fois alarmants, moi, qui me brisent le cœur à chaque fois quand j'entends ça, mais bon. Moi, j'avais une question, mais Bouchra a posé la question et donné la réponse. Parce qu'en général, en France, quand on met ce fameux numéro 08 ou 39, c'est payant. Et là, ce qu'il faut retenir, donc, pour moi, c'est qu'il y a un numéro court, simple, 3919, vous subissez une violence, vous appelez, vous êtes protégé en quelque sorte, en tout cas, vous avez les renseignements. Ça, c'est une chose. Et, donc, c'est pas que pour les victimes, c'est-à-dire que si vous êtes témoin, ou que vous avez quelqu'un de votre entourage, ou une collègue de boulot, ou faut pas hésiter à appeler ce numéro, parce que vous serez conseillé justement sur toutes les démarches à suivre. Très bien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tracé. C'est-à-dire que pas du tout. Ça apparaît pas sur la facture téléphonique. Pas du tout. On sait qu'il y a des pervers narcissiques, des maris qui vérifient le moindre fait et geste de leur femme jusqu'à contrôler qui elle appelle dans la journée lorsqu'il est au travail. Et même sur Internet, c'est-à-dire et la deuxième chose, sur les sites Internet, tout est effacé. Les historiques, en fait, s'effacent directement. C'est-à-dire que c'est une victime qui se connecte, qui va sur la page, sur la page. Il n'y a pas de cookies, c'est bien ça. Donc ça a été fait. La deuxième chose, ce pays, la France, a quand même inventé un proverbe colonial extraordinaire du temps de la France en Algérie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que vous le connaissez. Il y a un super livre qui a été écrit dans les années 1860-65. Vous n'étiez pas là.
là encore. Moi non plus d'ailleurs, je vous rassure. Qui doit s'appeler en gros la psychologie des Arabes ou un truc comme ça. Et il y a donc dedans une phrase que l'auteur dit que c'est un proverbe algérien, qui n'en est pas un. C'est le fameux frappe ta femme si toi tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Elle sait pourquoi. Et ça, c'était ce qu'on enseignait aux militaires français, aux colons et à tout le monde. Donc voilà. Donc c'est cette culture judéo-chrétienne, comme disent certains, qui a produit aussi cette phrase. Et cette phrase doit aujourd'hui disparaître. Alors, on va passer, avant d'accueillir nos auditeurs aussi qui souhaitent nous répondre à cette question, puis avant aussi qu'on rentre un petit peu dans ce débat d'hier soir, et de passer aussi à votre coup de cœur. Ça va très vite quand on est bien accompagné à la vie tranchée de Tarek Mami. Alors, mon parti pris. il veut essayer de m'avoir. Je vais y arriver à l'usure. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, mon parti pris d'aujourd'hui porte sur donc le débat, les débats, les 3 débats et les primaires de Républicains. La campagne de primaire de la droite française, dite le Républicain, bat son plein en prévision des élections pour désigner son représentant à l'élection présidentielle de mai 2017. Ils sont 7 candidats, 6 hommes et une femme. Et tous dénoncent dans leur discours quotidien ce qu'ils appellent avec emphase l'inégalité homme-femme dans l'islam. Faut-il rappeler ici qu'il y a une femme et 6 hommes dans ce parti? Faut-il rappeler ici que le parti Les Républicains paye tous les ans, écoutez bien, y compris cher Bouchra, les Républicains payent tous les ans 4 millions d'euros d'amende pour non-respect de la parité homme-femme au sein de ces groupes parlementaires. Il est vrai que l'adage populaire dit souvent « on voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans son propre œil ». Sur le fond, les 7 candidats partagent globalement les mêmes idées et le même programme avec quelques nuances. Les experts des plateaux de télévision vous parleront de tradition politique, jacobine, bonapartiste, orléaniste, qui vient d'Orléans, quoi, et autres libéraux, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher les définitions de ce courant de pensée historique, ni les nuances dans les programmes, parce qu'il vous faudra une grosse loupe pour détecter les différences entre l'une et les autres. Et par exemple, je prends la question du regroupement familial, qui peut concerner un nombre important de nos auditeurs, notamment ceux qui optent pour un mariage transfrontalier, qui soit français de nationalité ou qui soit français ou de nationalité étrangère. Pour faire la différence entre celle ou celui qui propose, écoutez bien, le premier propose de durcir le regroupement familial en le conditionnant à l'exercice d'un emploi. Le deuxième, durcir le regroupement familial en le conditionnant à une présence plus longue au-delà des 18 mois actuels et la maîtrise de la langue du français. Pour le troisième, durcir le regroupement familial en le conditionnant, écoutez bien, à l'exercice d'un emploi avec des revenus annuels de 20 000 euros nets par an, soit à peu près 1500 par mois, c'est-à-dire on est déjà au-delà du SMIC, plus 1200 supplémentaires par an, par enfant, en contrôlant en plus le casier judiciaire de la personne qui demande le regroupement, ainsi que la reconnaissance de la langue française et les valeurs de la République. Pour le quatrième, suspendre tout simplement le regroupement familial en attendant de reviser le droit international qui fixe lui la durée à 2 ans, durcir le regroupement familial en le conditionnant à une présence donc de plus de 2 ans. Voilà pour le regroupement familial. Et quand vous êtes vigilant, vous allez sursauter et me dire, ils sont 7 candidats, vous n'avez cité que 4 propositions. Est-ce que vous nous cachez les 3 autres? Réponse, pour beaucoup de candidats sur tous les thèmes, soit qu'ils n'ont pas de proposition, soit que tout le monde est aligné sur la même proposition, soit qu'il y en a une majorité sur cette proposition. Donc ne cherchez pas à trouver 7 positions sur chaque thématique. Alors, c'est peut-être une histoire d'ego surdimensionné quand on se présente, c'est même peut-être un chahut de gamin, comme dans une cour d'école primaire, et le fameux « et moi, et moi, et moi », comme on l'a vu dans le débat d'hier soir. Le reste est là à l'avenant. J'ai plongé donc pour vous dans les programmes des 7 candidats, donc dans les 7 programmes, et je résume pour vous les positions sur les différentes thématiques qui peuvent vous intéresser.
dans votre vie quotidienne. J'ai donc retenu les thématiques regroupement familial, laïcité, nationalité par naissance en France, c'est-à-dire le fameux droit du sol, aide sociale et préférence nationale. Et là, tout d'un coup, tiens, on y vient et on commence à copier le Front National, parce qu'on parle de préférence nationale dans le parti Les Républicains. La légitime défense pour les policiers y compris. Par contre, à la surprise, je n'ai pas trouvé dans les 7 programmes un thème qui s'appelle Islam. Et pourtant, les 7 candidats passent leur temps à évoquer cette thématique avec une nouvelle formule islam politique, formule censée tout comprendre: salafisme, djihadisme, terrorisme, voile à l'école, voile à l'université, voile dans les services publics et privés, et même voile, si vous permettez, dans l'espace public. Sur ce chapitre, la lecture en boucle des 7 programmes donne la nausée. Elle induit celui qui ne fait pas la nuance que tous les problèmes de la société française, en réalité, viennent de la présence dans ce pays de citoyens et de résidents de culture musulmane. Et pour paraphraser notre cher François Fillon, l'homme qui monte comme M6, jadis en termes de télévision, il ne faudrait pas restreindre les libertés des millions de Français, catholiques, protestants, juifs et bouddhistes, à cause d'un problème qui ne les concerne pas et qui ne concerne que les musulmans. Il faut retenir cette phrase avant d'aller voter. Comme nous allons entendre donc tout à l'heure M. Fillon et cette belle phrase. Pour vous épargner des heures et des heures de lecture, France Maghreb 2 a synthétisé pour ces différents thèmes en un document succinct et clair que vous pouvez consulter sur le Facebook de la radio ou le demander comme d'habitude en écrivant à aljf@francemaghreb2.fr. Il ne vous reste donc plus qu'à assumer votre rôle de citoyen. Et que si votre cœur, votre sensibilité politique et votre volonté vous le disent, d'aller participer à ces primaires en toute connaissance de cause, ce dimanche 20 novembre de 8h à 19h pour le premier tour, et ce pour éliminer les 5 candidats dont vous ne vous sentez pas proche, de sélectionner les 2 autres qui vous agréent et de reproduire la même opération le dimanche suivant, excusez-moi, vendredi c'était pour la violence pour les femmes qui m'a marqué en écrivant ce papier, suivant pour choisir celui qui correspond le plus à votre vision. Ceci, si vous êtes toutefois déjà inscrit sur les listes électorales. Mais si vous ne l'êtes pas, vous avez encore un tout petit peu de temps pour aller vous inscrire jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire aujourd'hui et voter demain. Voilà, eh bien n'hésitez pas en tout cas à consulter donc ce document qui vous aidera et vous épargnera quelques heures de lecture. C'est pas tout à fait c'est dur à lire, hein, tout ça, ces programmes. C'est voilà. Synthétisé, donc on peut trouver l'essentiel. Et si on veut s'amuser, par exemple sur la laïcité, vous avez Juppé et le maire qui sont contre toute nouvelle législation. Sauf que le maire est pour transformer la fameuse amende du voile intégral en délit et non pas en contravention, donc la prison et pas de l'argent. Et vous avez Monsieur Poisson qui est contre une nouvelle loi, sauf qu'il demande d'inscrire dans la Constitution française les racines chrétiennes de la France. Et alors le meilleur, c'est notre ami Sarkozy, étendre l'interdiction des signes religieux sensibles aux usages des services publics, y compris l'université, aux salariés dans les entreprises, suspendre les aides sociales en cas de port de voile intégral. Il est décidément omnibulé par l'argent et par les aides sociales. C'est clair. Alors, on va faire un petit tour du côté du standard et y accueillir. Alors, la question que l'on vous pose aujourd'hui, allez-vous vous déplacer pour voter pour ces primaires ou pas d'ailleurs? Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Tarek, bonsoir à Bouchra, bonsoir à toi Christophe et aux auditeurs, auditrices. Sofiane, il s'en va, c'est ça? Sofiane, bien sûr. Non mais dis-le, hein, Kamel. Non mais dis-le, hein, Kamel. Sans rire, mon cher Christophe. Non, mais bien sûr. Alors, la question simple, réponse simple, Kamel. Non, alors, moi je commence quand même par saluer, véritablement et sincèrement, du fond du cœur, le travail de Bouchra. Moi, je suis très sensible à ces combats. Merci. Non, mais je le dis avec beaucoup de profondeur parce que on a été les uns et les autres dans nos démarches de militants toujours proches à cette cause importante. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a peut-être quelque chose, si vous me permettez. J'aimerais aussi. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles, là, faut le dire. Non, mais il serait intéressant aussi dans la démarche que vous avez, que nous avons les uns et les autres,
un devoir, peut-être voire de donner un petit outil qui permettrait d'afficher, que les hommes affichent leur soutien, véritablement. Tous ceux qui, durant cette journée, c'est vrai qu'il existe plein de journées, etc., mais là, je réfléchissais lorsque vous parliez, je me suis dit, mais il serait bien que dans la rue, on puisse voir les hommes afficher quelque chose, je ne sais pas, un ruban, quelque chose qui fasse que nous sommes aussi des hommes qui nous opposons à ces hommes qui pratiquent ce genre de choses, etc. Parce que je ne peux pas leur donner le nom d'hommes lorsqu'ils sont dans des positions, lorsqu'ils sont dans des états comme celui-ci. Moi, je les condamne. Je peux même et je le fais là directement à l'antenne. Pour moi, ce ne sont pas des hommes, ce sont des pourris. Ils n'ont pas la qualité d'homme au sens noble du terme. Ouais. Voilà, Bouchra, merci à vous. Je salue toutes les femmes qui écoutent la radio et nous resterons à vos côtés dans tous les combats que vous mènerez. Soyez-en sûrs. Kamel, question simple, réponse simple s'il te plaît, parce que j'ai la pub. Mais je voudrais aussi saluer le travail de notre ami Tarek, parce que je vais dire très sincèrement, et là je ne tire pas les pompes à qui que ce soit, mais je trouve que le travail qu'il effectue, c'est vrai, avec cette profondeur, la manière dont il amène les choses, etc. Moi j'ai le sourire qui vient aux lèvres parce que j'ai dit merde, tiens, ce travail j'aurais pu le faire à ses côtés, etc. Il l'a fait, et tant mieux, parce que ça nous amène à une réflexion bien plus profonde. Et ça nous interroge. Moi, très sincèrement, Tarek, moi, ça m'interroge dans la manière dont tu amènes les choses, les uns, les autres, les subtilités que tu as su mettre en avant. Ça doit nous interpeller. Et c'est vrai qu'après tout ça, il faut, et je vais le faire, moi, en ce qui me concerne, mais j'invite les gens à aller faire et à aller lire ces synthèses que tu as pu nous produire. Je ne sais pas comment tu trouves le temps pour le faire, mais tant mieux, et merci encore une fois. Ceci étant, c'est un travail, il faut tirer un enseignement de tout ça et positionner à partir de ça. D'où ma réponse, mon cher Christophe. Rapide, parce que là j'ai la pub. Alors dépêche-toi, Kamel. D'où ma réponse, mon cher Christophe. Oui. Moi, je m'interroge sur tout ça. Moi, tu sais comment je suis Oui, non. Non. D'accord, merci Kamel. Pourquoi ? Parce que moi je fais partie de ces citoyens qui n'ont pas trouvé l'homme providentiel, etc., qui va faire avancer les choses, et il manque cette notion de vote blanc qui va dire, écoutez, dans ces 7 personnes, il n'y en a aucun qui vaille la peine, ou que ce soit une femme ou des hommes, qui vaille la peine, mais on sent bien par contre qu'ils sont tous d'accord, quelque part, d'une manière insidieuse, qu'ils sont tous d'accord sur tout ce qui est amené à nous toucher, nous. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum jusqu'à 18h30, avec tout à l'heure, je vous rappelle, notre partie consacrée à cet hommage que nous avons réservé à Malek Chebel, qui nous a quitté la semaine dernière, le 12 novembre dernier, à l'âge de 63 ans, cet anthropologue. Nous avons donné la parole ainsi à des personnes qui l'ont approché, connu, et à des personnes aussi qui voudraient parler de ce personnage, de cette trentaine de livres à son actif, Malek Chebel, qui a été enterré en début de semaine donc à Skikda en Algérie. Retour avec Bouchra la Baronne, avec Tarek Mami et avec Sofiane Lakdari, et avec vous, chers amis auditeurs, à cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous déplacer au 01 40 33 9000 pour nous répondre? Et une question, une remarque intéressante que Sofiane nous a réservée hors antenne, mais que je vous retransmets. Finalement, se dégage un nom, visiblement, sur la plupart des auditeurs. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais finalement, si les auditeurs ne se déplacent pas, si les gens, les musulmans en l'occurrence, ne se déplacent pas, qu'est-ce qui va motiver les hommes politiques et les hommes et femmes politiques à nous considérer? C'est là la question aussi. La réponse, c'est dans le spot qui tourne sur notre radio. C'est l'expression de Mlek Sayad qui dit exister, c'est exister politiquement. Et donc, si on n'existe pas politiquement par le vote, on n'existe pas. Et nous assumons la responsabilité puisque nous laissons les autres voter à notre place, décider tout ce que je vous ai décrit à notre place, et dire qu'il faut changer, qu'il faut, pour faire simple, arrêter le regroupement familial, arrêter le droit du sol quand on est en France, arrêter. Quand on se bat pas, avant, on perd les batailles. Moi, à titre perso, j'ai toujours une expression qui me fait guider dans ma vie, c'est qu'on ne perd que les combats qu'on ne mène pas. Les combats qu'on mène, même si on les perd, on se renforce et on résiste plus. Je vais faire un petit tour de table. Alors, qui va aller voter dimanche? Bouchra. Alors, on peut aussi vous dire, cher Christophe,
Non, mais vous êtes pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je suis pas décidé encore. J'avance les 2 euros. J'avance les 2 euros. C'est un problème. Non, mais moi j'aimerais bien y aller. C'est un problème de 2 euros. Vous savez pourquoi j'irais pas voter? Non, mais attendez. Moi, ce qui m'embête, je vous le dis sincèrement, c'est ce fameux papier que j'ai à signer qui correspond à être d'accord avec les valeurs de la droite. Et je ne suis pas d'accord. Alors, très bien. Excusez-moi. Vous pouvez me donner les valeurs de la droite? Mais j'en sais rien, moi, mais c'est pas mes valeurs à moi. Non, mais c'est quoi les valeurs de la droite? C'est ce qu'on entend, c'est ce qui est défendu par les différents participants. Non, parce que les valeurs de la droite, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà les valeurs de la droite. Voilà. La phrase qui peut gêner quelques-uns, c'est de dire que je vote pour demander l'alternance, en clair, 1 pour dégager Hollande, et 2 pour qu'il passe socialiste. Bon, ça peut en dire. Mais pour le reste, est-ce que vous êtes en train, cher Christophe, de faire de l'éthique avec des gens? Quand ils écrivent éthique, ils oublient le H et ça veut plus rien dire. Il n'y a pas d'éthique en politique. Aujourd'hui, il n'y a que des intérêts à défendre. Et le général de Gaulle disait la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc nous n'avons pas de parti politique aujourd'hui affilié. Nous avons des intérêts à défendre. Moi, j'ai un intérêt, c'est alors, vous savez, ce qui me ferait plaisir et ce qui va peut-être me motiver pour aller voter dimanche, c'est de voir la tête de Nicolas Sarkozy éliminée au second tour. Au premier tour, je veux dire. Je vous donne les 2 euros, vous allez voter, et à 20h, on se met... Cette image, elle sera magnifique. Voilà. Et est-ce qu'il arrêtera pour de bon la politique? Ça, on ne sait pas. Non, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il dit maintenant je reprends le parti et je vais tout faire pour que le représentant du parti gagne. Bon, en tout cas, le pronostic, on pourra en parler plus tard, mais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir. Donc sur ces débats qui, je le rappelle, a été suivi par 5 94 000 téléspectateurs sur France 2, ce qui est une bonne audience d'ailleurs. 2 heures de débat avec quelques pics échangés, notamment entre Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Hier soir, ce débat a été aussi diffusé sur le Facebook de France Maghreb 2 en direct. Oui. Et moi, je le regardais sur le Facebook et c'était extraordinaire parce que sur le Facebook, vous avez encore 2 choses de plus. Vous avez donc toutes ces icônes qui voyagent, les bleus, les rouges, les contents, les pas contents. Et vous avez surtout à droite de l'écran la réaction des gens, des téléspectateurs, et c'était extraordinaire. Parce que moi j'en ai repéré 3. Il y en a un à chaque fois que Sarko parle, c'est Sarko en prison. J'ai vu les commentaires. Voilà. Sarko, le deuxième, c'est Sarko où sont les 3 valises. Et puis après, ça part dans tous les sens. Aussi s'en est pris oui, voilà. Et donc c'était intéressant que France Maghreb 2 fasse sur le Facebook. C'est-à-dire que nous faisons notre travail. D'essayer d'inciter chacun à prendre sa responsabilité. Et bien après, chacun est responsable de ses actes. Alors, je vous parlais de Nathalie Kosciusko-Morizet, très remontée contre le projet de collège unique du député de l'Eure. Écoutez. C'est les mêmes qui viennent des plus grandes écoles, qui poussent leurs enfants dans les filières les plus élitistes, qui expliquent aujourd'hui qu'il faudrait supprimer le collège unique, c'est-à-dire en fait trier les enfants à l'âge de 11 ans. Bruno, c'est pas vrai que tu aurais poussé tes enfants à l'âge de 11 ans à voir s'ils ont envie d'être mécaniciens ou pâtissiers. C'est faux, c'est simplement faux. Mais Nathalie, ce n'est pas vrai que je veux un acquis de la droite. Dès la 6e. Je finis. C'était un acquis, c'est quelque chose qui a été fait par la droite dans les années 70. Et c'est une bonne chose que le collège unique. Le collège unique, c'est le projet de pouvoir accompagner les enfants dans un tronc commun au moins jusqu'à la fin du collège, au moins jusqu'à l'âge de 14 ans. Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc très remontée, juste contre Bruno Le Maire. C'était intéressant. Nathalie Kosciusko-Morizet, moi je trouve qu'elle a marqué quelques points et elle s'est démarquée par rapport aux autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé très intéressante par ses remarques qui, à chaque fois, sont toujours bienvenues. Mais je pensais qu'elle n'était pas dans son bon parti à peu près. Oui, c'est vrai que parti des Républicains. Qu'est-ce qu'elle faisait là, quoi? Tout à fait. Ouais. Vous savez, on a pour ceux qui ont connu le Parti socialiste dans les années 80, on se posait toujours la question: que fait M. Fabius au Parti socialiste? Tout à fait. Riche, il a ses intérêts à droite. Après, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent: que fait M. Valls au Parti socialiste? Je vous rappelle qu'un jour, Martine Aubry, excédée, elle lui dit: Manuel, j'ai un conseil à te donner, va prendre ta carte d'adhérent du parti, RPR à l'époque, parce que tout ce que tu dis, c'est le discours des RPR, qu'est-ce que tu viens faire chez nous aux socialistes? Et il vient exploser le Parti socialiste pour créer un nouveau parti. Pour les sociodémocrates. On sait que aujourd'hui, si François Hollande n'est pas réélu, ou il n'y a pas un candidat socialiste comme nouveau président pour en 2017, le Parti socialiste
socialiste n'existera plus de la manière dont il est aujourd'hui. Et on verra un nouveau parti, peut-être il va être appelé social-démocrate ou autre chose, mais on verra que Valls et Montebourg ne seront plus jamais dans le même, c'est-à-dire les deux courants, ne seront plus dans le Parti socialiste. Alors, autre moment dans ce débat très intéressant, c'était une déclaration la plus marquante, celle de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, répondant à une question concernant les accusations de Ziad Takieddine concernant un possible financement libyen de sa campagne en 2007. Voilà ce qu'a répondu Nicolas Sarkozy à la question de Pujadas. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Voilà, donc la mine grave, Nicolas Sarkozy, visiblement excédé. Cher Christophe, nous sommes à Paris. Ouais. Tout le monde sait qu'il ne pleut pas. Et vous me posez la question, Monsieur Mamie, est-ce qu'il pleut? Et je prends mon grand temps, je vous dis pas oui ou non. Je dis pas il pleut pas. Quelle drôle de question. Ça veut dire que Sarko, au lieu de dire il n'a jamais, il n'a jamais été question de fric ni de valise, parce que je ne m'abaisse pas à ce niveau. D'ailleurs, la justice l'a prouvé, et la justice a condamné. Donc je réponds, à quelle indignité pour celui qui habite, j'allais dire, dans un petit village de 500 habitants qui ne savait pas. Parce que lui, il n'a pas Mediapart, et il n'a pas ce que nous avons ici. C'est quoi cette histoire de valise? Et là, tout d'un coup, comme il a Internet, il va taper 3 valises, Takieddine, je sais pas comment il écrit, et il trouve tout un reportage, et le mec, il dit, je lui donne de l'argent. Et donc là, il a perdu pied. Indigne, il a perdu pied. C'est que le président de la France travaillait avec une personne pareille, qui a été condamnée par la justice. Ce qui est indigne, c'est lui. Takieddine était l'intermédiaire entre la France et l'Arabie Saoudite, dans la vente des armes, était intermédiaire avec la Libye de Kadhafi, qui est venu, qui a implanté une tente à l'Élysée, et a signé 10 milliards de dollars. Qui est indigne de Sarkozy, il aurait dû lui répondre Pujadas, comme quoi que c'était un homme qui a travaillé avec vous, avec le gouvernement français, et qui était votre intermédiaire. Il y a quelque chose de simple. Ce monsieur Takieddine a été entendu hier par la police et par la justice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont ouvert une enquête. Non, mais ils vont taper. Est-ce que la date qu'il a donnée, il était bien dans un avion qui vient de Tripoli? Donc tu as déjà 50% de l'information. Bon, on va regarder les enregistrements. On va trouver une valise, pas valise. Mais je pense pas qu'il est bête, monsieur Takieddine, pour rester autant de temps et dévoiler ce genre d'informations sans avoir de preuves. Oui. C'est sûr et certain qu'il a des preuves. Pour l'instant, c'est l'attaque en diffamation de Sarkozy. On va prendre, un auditeur pour notre petit sondage. Est-ce que vous allez, oui ou pas, vous déplacer pour dimanche avant de passer au coup de cœur, parce qu'ils vont être très intéressants aussi, peut-être aussi un peu liés à ce débat, je sais pas. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Bouchra, bonsoir messieurs Sofiane et monsieur Tarek. Quelle élégance, vous avez commencé par Bouchra, c'est bien. C'est la moindre des choses. Bien évidemment, on est d'accord. Voilà. Je voudrais quand même vous remettre en mémoire, Christophe, 2012. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ce que vous avez fait, nous l'avons tous fait. Nous avons voté contre Sarkozy en votant pour Hollande. Oui, c'est vrai. Et donc, sans état d'âme, si vous vous souvenez. Oui. Il me semble. Avec donc, un peu de regret, voyez-vous, moi, vous le savez, je l'ai répété à maintes reprises, et puis moi, je le réitère. Moi, je vais voter parce que je suis un citoyen. On l'a trouvé, ça y est. On a trouvé le votant. Pardonnez-moi? J'ai dit, on a trouvé le votant parmi les auditeurs, c'est bien. Mais je vote parce que c'est un devoir. C'est-à-dire, on est toujours en train de revendiquer, réclamer les droits. Nous avons des devoirs et nous le laissons de côté. Aujourd'hui, ce que j'entends de la part et d'autres de certains de vos chroniqueurs, pas aujourd'hui, hier, plutôt. C'est-à-dire, ces politiciennes, on fait la fine bouche. On essaie de rentrer dans les détails de l'homme politique pour l'avenir de la France, etc. Ouais. Moi, je vois mon avenir immédiat autant que musulman. J'ai vu dans cette primaire pratiquement 5 je veux dire de ceux qui étaient ceux qui espéraient, je veux dire donc qui étaient candidats du moins aux primaires, pratiquement c'est-à-dire le thème qui a permis aussi à Fillon bien sûr de s'envoler en prenant pratiquement 10 points, c'était l'islam et les musulmans. Quand on voit on va l'écouter, on va l'entendre dans votre coup de cœur, Tarek, d'ailleurs, coup de colère même, coup de colère, on va l'écouter là. Politique de bas étage, lorsqu'on entend on le sait, Sarkozy parlait il a pas pendant le débat d'hier, bien évidemment, mais parlait de portions de frites. Pour moi, c'est quelque chose qui m'oblige.
c'est un devoir. C'est-à-dire, j'irai voter dès demain si c'était possible. Et je dis ce que moi je trouve regrettable, c'est que nous avons cette chance d'aller voter et nous sommes tous en train de développer, de développer des thèses sur la politique. Moi, je ne rentre pas dans ce détail-là. Je fais un choix. Ahmed. Par rapport. Pardon ? La question que je vous pose, elle est toute simple. Est-ce que vous allez voter pour qui ? Pour qui allez-vous voter ? Je vais voter, je l'ai dit à maintes reprises, je le répète, au moins pire. Ça veut dire Juppé. Moi, de toute façon, je vais être obligé d'aller voter alors pour équilibrer parce que ça va pas. Je vais signer la charte. Je vais la signer, Christophe, parce que moi, il y a une chose qui est essentielle pour moi. Je pense à celui qui va apaiser la France, celui qui va permettre aux Français de se réconcilier. Je veux dire, mais même si des fois, si on va au fond des choses, tout à l'heure, Sofiane a donné quelques arguments. Je veux dire, démontant un peu certains politiques par rapport à Fillon, etc. Mais moi, ça m'est égal que l'un soit gaulliste ou pas. Ça m'est égal. Pour moi. Mais quelle mesure de Juppé, moi, si elle peut servir à quelque chose par rapport à Juppé, c'est ça le but de mon vote. Mais après Juppé, s'il est élu après président, je sais que la France sera apaisée. Et nous avons besoin de ça. Et puis après, on rentrera dans d'autres considérations parce qu'aujourd'hui, on est dans des strapontins. On est en marge de la société. On est sur le bas-côté de la route. Et puis, on est en train de parler de politique comme si nous étions des citoyens à part entière. Quand même, réfléchissons, bien sûr. Ahmed. Pardon ? Ahmed, c'est Sofiane. Juste, tu peux nous citer juste une mesure de Juppé que tu as appréciée ou qu'elle va vers l'apaisement ? L'apaisement, de toute façon, moi, je vais essayer d'utiliser à peu près le même jargon qu'ils utilisent. Lui, il n'a à aucun moment, il a parlé c'est-à-dire du foulard pour les universitaires ou pour ça. Moi, ça me suffit. Je ne veux pas. Sofiane, je vous assure que je peux rentrer dans le détail. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail. C'est pour ça que je vous dis, il est temps. C'est-à-dire, nous sommes pressés par le temps. On n'a pas le temps. Quelqu'un qui veut apaiser et qui veut continuer. D'analyser. Il faut aller. Quelqu'un qui veut apaiser en France et qui veut continuer à semer. Attention, je peux dire développer les thèses de. Non, on n'a pas le temps là. Politiquement parlant, ce que chacun propose. Mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter à ces détails-là. Oui. Ahmed. Oui. Merci beaucoup. Sofiane, tu voulais rajouter quoi ? Non, juste. Non, mais vas-y. moi, je vais vous donner non, juste pour Juppé qui veut apaiser en France et en semant la terreur au Moyen-Orient. C'est ça. C'est un homme qui est pour la confrontation avec l'Iran. Je veux faire un peu de sens politique. Oui, 2 secondes. Anti-Bachar, il veut continuer à financer les fondamentalistes. Il veut continuer à faire tomber Bachar el-Assad. Et on sait qu'aujourd'hui, si Bachar el-Assad tombe, c'est les fondamentalistes, c'est les islamistes radicaux, les takfiristes comme ils les appellent ici, qui veulent les combattre ici. Mais il y a une hypocrisie, ce double langage en semant la terreur dans les pays du Maghreb et après s'offusquer qu'il y ait des migrants ici. Alors je veux parler pour Juppé pour une fois et je vais vous dire une chose, Juppé ou autre, la politique française et tous les partis de droite et de gauche, à aucun moment, aucun parti dans l'histoire de France, en tout cas dans l'histoire de France récente et depuis De Gaulle, vous n'avez eu un parti qui peut satisfaire notre vision du monde à la fois en politique intérieure et en politique internationale. Et à certains moments, c'est vrai. Bien sûr. Non, c'est vrai. Et à un certain moment, on avait à droite les gaullistes qui avaient ce qu'on peut nous considérer comme une excellente politique étrangère. Oui. Et on avait le Parti socialiste qui faisait une excellente politique sociale. Aujourd'hui, les cartes se sont mêlées. Et nous avons un choix à faire individuellement et en conscience. Comme on n'a pas quelqu'un avec lequel on va être d'accord en politique étrangère et en politique intérieure, on doit se poser la question, pour moi, qu'est-ce qui importe le plus ? Politique intérieure ou politique étrangère ? Si je suis plus porté par la politique étrangère, clairement, dans la configuration actuelle, je dis Fillon. Et si je suis plus porté par la politique intérieure, je suis forcé de dire Juppé. Et la question, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une alternative. On a soit l'extérieur, soit l'intérieur. Et en ce qui concerne nos enfants, nos naissances, c'est l'intérieur. Et donc, c'est ce raisonnement. Deuxième chose, contre Juppé et contre une nouvelle législation sur les signes religieux, et notamment contre l'interdiction de l'interdiction du voile à l'université, en termes de violence faite aux femmes. Est-ce que ça va apaiser ça peut apaiser la partie de la culture musulmane face au reste. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on leur dise, monsieur, on vote pour vous à moitié, et on vote à l'autre pour moitié. Ça va rassurer les gens qui ne votent pas.
Mais par contre, les gens qui votent et qui vont, ils vont demander encore plus. Alors, est-ce qu'on peut passer, est-ce qu'on peut passer à mon coup de colère? Attendez, on va l'écouter, vous inquiétez pas. Qui va répondre à ma place? Moi, je reste persuadé aujourd'hui. Moi, j'invite Monsieur Fillon à parler à ma place. Pourquoi je vote contre lui? 2 petites secondes. Est-ce qu'on peut l'écouter? D'accord, 2 petites secondes. C'est lui qui va parler. Moi, je pense, Juppé, que s'il est confronté à Marine Le Pen au second tour, il y a 80% que Marine Le Pen soit présidente. On verra les sondages. Qui ça? Marine Le Pen sera présidente. Impossible. Si elle est face à Juppé. Attendez, face à Juppé, elle sera pas. Impossible. Face à Sarkozy, oui. Face à Sarkozy, oui. Oui. Face à Fillon. Mais pas Fillon face à Juppé. Face à Fillon, Fillon gagne. Je sais pas au niveau, est-ce qu'on vit dans la même société, mais il y a une fracture sociale telle, mais il y a une fracture sociale telle que des gens sont aptes à voter Marine Le Pen massivement, contrairement à ce qu'on pense. Je veux dire que les gens du Le Pen, ils vont aller voter en masse Sarkozy ce week-end. Ah bah oui, parce qu'ils ont tout intérêt à se retrouver face à Sarkozy. Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Fillon qui parle à ma place? Monsieur Fillon, je vous donne 2 minutes de mon temps d'antenne. Allez, c'est parti, c'est le coup de colère de Tarek Mami. On écoute, écoutez Sofiane. Enfin, pour assurer cette cohésion nationale, restaurer cette cohésion nationale, nous permettre de réussir ensemble, il y a un dernier problème qu'il faut régler. Et c'est le plus difficile parce que c'est un problème culturel, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de long terme. C'est la question de la place de l'islam dans la République française. Je veux parler de la place de l'islam dans la République française parce que je ne veux plus faire comme tous les autres hommes politiques et comme moi-même je l'ai fait pendant longtemps, je ne veux plus parler de communautarisme. Je ne veux plus vous dire qu'il faut lutter contre les communautarismes. Je l'ai dit comme tout le monde. Mais en réalité, il n'y a pas des communautarismes. Il n'y a pas de communautarisme catholique qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme protestant qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme juif qui menace la République française. Il n'y a pas de communautariste bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y a juste un problème, c'est le problème de la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce problème-là qui doit être réglé. C'est très important. C'est très important d'aborder la question comme cela, parce que si on continue à l'aborder comme le font tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va durcir ce qu'on appelle les lois de la laïcité. Donc ça veut dire qu'on va réduire la liberté religieuse de millions de Français, de catholiques, de protestants, de juifs, etc., pour résoudre un problème qui ne les concerne pas, et qui ne concerne que les musulmans. La République a eu autrefois des problèmes avec les autres religions. Les catholiques, ça a duré presque 200 ans. Voilà. Quand je n'habite pas à Paris, j'habite dans une petite commune de la Sarthe qui s'appelle Solesmes, où il y a une grande abbaye. Et quand je vais rendre visite au Père Abbé, qui est un petit peu taquin, il me dit souvent « Ah, j'aime pas trop recevoir un responsable de l'État, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui est venu nous voir, c'était en 1903 pour nous dire « Vous avez 24 heures pour quitter le territoire national ». Donc oui, ça a été violent. Et en disant aujourd'hui qu'on exige des musulmans qui respectent les lois de la République, on ne les stigmatise pas, on leur demande simplement de faire la même chose que ce qu'on a demandé aux autres religions depuis des siècles dans notre pays. Voilà, François Fillon, c'est votre coup de colère, Tarek. Sofiane? Non, on n'est pas à 100% d'accord ou contre ce que vient de dire. Il y a un problème au niveau de l'islam. Il faut pas être aveugle aujourd'hui si on veut continuer à se cacher derrière notre petit doigt. Il y a un problème au niveau de l'islam aujourd'hui. C'est inévitable. Il y a des musulmans qui partent aujourd'hui en Syrie pour tuer. Il y a des milliers de gens. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, oui. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus personne qui part en Syrie. Mais il n'y a plus personne parce que les médias... Donc, si vous voulez, oui. Je veux dire, et qui les a incités à y aller? C'est le président de la République française. Mais bien sûr. Et c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais bien sûr. Laurent Fabius, qui disait que Bachar ne mérite pas de vivre. Et donc, quand vous êtes jeune et qu'il ne mérite pas de vivre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez participer pour qu'il ne reste plus. Et c'est des gens qui ont été recrutés où, ces gens-là? Ils ont été recrutés où? Sur la toile. Pas dans les mosquées, puisque tout le moi, en 2012, en 2013, j'entendais des discours anti-chiites dans certaines mosquées ici en France, et on les a tous entendus. Et c'est des gens qui étaient encouragés à aller et à tuer parce que c'était des chiites ou des chrétiens ou soi-disant des sunnites. Et que fait la police, comme disait le film? Ouais, mais eux, ça les arrangeait parce que dans les mosquées, il y a des un terroriste qui était ici en France, ou un islamiste ou un fondamentaliste qui pouvait passer à l'action, il était entouré de 10 ou 12 personnes qui étaient suivies. Aujourd'hui, Donc c'est pas la faute des musulmans,
c'est aussi la faute des musulmans, mais c'est aussi la faute de ceux qui manipulent les Français, qui peuvent être eux bouddhistes, qui peuvent être chrétiens, qui peuvent être juifs, qui peuvent être protestants. Mais donc, moi je parle du fond. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'islam, oui ou non? Il n'y a pas un problème au niveau de l'islam, il y a un problème au niveau de l'organisation de l'islam dans ce pays, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas aujourd'hui des fondamentalistes aujourd'hui qui prêchent aujourd'hui, d'accord, maintenant ils ont peur parce que ils sont, ils sont pointés du doigt, ils se cachent. Mais dans les années 90, est-ce qu'il n'y avait pas des prêcheurs qui appelaient à tuer en Algérie? Il n'y avait pas des prêcheurs qui encourageaient à tuer qui leur a donné ici l'asile politique? Mais bien sûr, c'est l'Europe, elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Attendez, d'un côté, vous dites, l'Europe est aussi responsable. On parle pas. La communauté musulmane de France est aussi victime. Et on dit que c'est sa faute. Une victime, ça peut sa faute. Messieurs, on va dans un instant passer au coup de cœur de ton coup de cœur, Sofiane, et Bouchra aussi qui va nous présenter son coup de cœur. Ils sont deux. On va parler d'un film. Ah bah c'est un grand cœur ça. Ah oui, un grand cœur. Il y a deux coups de cœur. Bouchra a un grand cœur, tout le monde le sait. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec, avant de passer au coup de cœur de Bouchra, la baronne Bouchra, on va écouter celui de Sofiane Lakhdari. Alors, quel est ton coup de cœur, mon cher Sofiane? Moi, c'est juste un écrivain que j'adore, il s'appelle Youssef Hindi, c'est un Marocain. Il a écrit d'excellents livres et j'appelle tous les gens à le lire, c'est Islam et Occident. Et il vient de sortir il y a moins de 1 mois, un nouveau livre, c'est les mythes fondateurs du choc des civilisations. Et Youssef Hindi, il fait quelques chroniques avec Jean-Yves Vernochet sur un site Média Presse Info, si je peux, pour ne pas faire de publicité. Et il écrit de temps en temps sur Boulevard Voltaire. Mais c'est un homme c'est un jeune intellectuel que j'espère que France Maghreb 2 essaiera de l'avoir pour promouvoir cet intellectuel qui a fait d'excellentes analyses géopolitiques et qui est parti à la source du sionisme, etc. J'appelle les gens, je rappelle, Islam et Occident pour le titre du premier livre et les mythes fondateurs du choc des civilisations, comme un livre qui vient de sortir il y a moins d'1 mois. Merci Sofiane pour le coup de cœur. On va passer donc au coup de cœur de Bouchra, la baronne Bouchra. Je te laisse nous le présenter, nous parler de ton coup de cœur. Allez. Alors moi, mon coup de cœur, c'est le film La Pièce de Lamine Diakité, qui est avec nous aujourd'hui, le réalisateur du film. Et on a également le comédien acteur qui a un des rôles principaux. Moi, c'est ce que je dis. Fahmi Gerba, qui est dans le film. Donc je vais leur laisser la parole. Je laisse la parole à Lamine Diakité. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très très plaisir. Tu peux remercier Bouchra. Merci beaucoup Bouchra. Merci beaucoup. Alors, ce film, tu peux nous faire un peu le speak? Alors le speech du film, bon, pour faire court. C'est vraiment l'histoire d'une pièce. En fait, c'est l'incidence que peut avoir une pièce sur les habitants d'un quartier, sur la vie d'un homme d'ailleurs, et donc pièce. Voilà quoi. Une pièce de 2 euros. D'accord. Bah 2 euros, c'est ce qu'il faut pour aller voter. C'est ce qu'il faut voter pour dimanche. Vous me donnez 2 euros là, puisque vous avez dit plaisir. Avec plaisir. Je vous donne. Le film est sorti quand? Le film est sorti le 12 octobre. Ouais. Il est encore en salle, il est encore visible sur Brie-Comte-Robert. Ouais. Et on fait une. Et c'est quoi le titre donc? On fait la pièce, ouais, voilà. Et on fait une projection spéciale le 30 novembre avec toute l'équipe du film à Tillet, au pâté de Tillet, voilà, à 14h. Très bien. Donc il est sorti sur combien d'écrans? 82 salles. C'est beaucoup pour un premier film. Premier film, petit budget, totalement indépendant. Donc voilà, fait avec les moyens du bord, mais voilà, avec de l'énergie. Voilà. Et donc, cette pièce de 2 euros qui va changer le destin de nos 7 candidats le dimanche, vous auriez pu vous en inspirer parce que vous payez 2 euros pour sortir les représentants de la droite. Et donc, vous, c'est votre pièce de 2 euros qui va changer la vie du quartier. Exactement, ouais. C'est ça. Exactement. Vous devriez, moi je vous conseille maintenant, c'est un peu tard, je vous aurais vu la semaine dernière, vous auriez dû inviter les 7 candidats à venir voir votre film en disant, et vous ne payerez pas les 2 euros. Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Alors, quelle est l'approche que vous apportez dans ce film concernant on parle des quartiers, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films faits sur les quartiers, etc. Quelle est la spécificité de votre film? Bah contrairement à pas mal de films, en fait, en fait moi quand j'étais jeune, en fait il y avait énormément de partage, j'allais chez tout le monde.
on était tous ensemble, on était vraiment comme dans un village, tout le monde se connaissait, les gens se rendaient service. D'ailleurs, là où on a tourné à l'île Saint-Denis, on a choisi aussi ce lieu pour ça en fait, c'est que c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, les problèmes se règlent entre personnes. Voilà, il y a beaucoup de médiation, les jeunes sont très très encadrés, voilà, et voilà, c'est un film très très positif, ouais. Contrairement aux films qu'on peut voir sur la banlieue qui sont assez pessimistes, qui finissent souvent mal. Là, vraiment, il y a une touche d'espoir dans ce film. Et voilà, je pense que c'est important de montrer ces côtés-là, quoi. Alors, un petit mot de l'acteur principal, quand même. Deux ou sur qui part. Un petit mot. Non, moi, ça a été un honneur C'est votre premier film? Oui, en rôle principal, ouais, c'est mon premier film. Vous aviez fait d'autres films avant? J'ai fait d'autres films, mais voilà, pour moi, c'est mon premier film. D'accord. Premier grand film. Comment ça s'est passé la rencontre entre l'acteur et le réalisateur? Très belle rencontre avec le réalisateur. Au hasard, sur un casting. D'accord. Sur un casting et donc j'ai rencontré du coup Lamine Diakité et Dawala qui est le producteur et qui est PDG de Wachibé. Wachibé, c'est un collectif. C'est un label, un collectif, c'est quoi, c'est le label de la section d'assaut, ça? C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Et donc un projet donc qu'il faut aller encourager, voir donc, puisque pour une fois c'est un aspect positif qui en découle donc de ce film positif de la banlieue et des quartiers. Merci Bouchra. Merci Bouchra de nous avoir fait découvrir donc ce film, s'appelle La Pièce, qu'il faut aller voir et qui est disponible encore donc du côté de Brie-Contrebert, c'est en région parisienne. Et le 30 novembre pour à Thiers. Est-ce que vous commencez à envoyer votre film aux différents festivals qui sillonnent la France pour donc aller chercher un autre public? Et est-ce que vous avez approché, parce que c'est la règle dans ce métier, les télévisions, notamment la Arte et la 5, qui ont pour mission publique de faire promouvoir donc cette diversité? C'est aussi dans leur cahier de charge. Oui, bien sûr, c'est encore en pourparlers, il y a rien de définitif, rien de signé. Il faut savoir qu'on a fait le film à l'envers. Normalement, on a déjà les télés, déjà les financements et compagnie. Nous, on a tourné et après on a commencé à chercher un distributeur salle. Et là, c'est encore en pourparlers pour une chaîne en fait. Et pour revenir, en fait, on a prévu également de faire une tournée de certaines villes pour justement parler du film, sensibiliser les jeunes. Ouais, faut le dire. Il faut savoir, c'est que quand on a démarré le film, on n'avait pas de distributeur. On a eu Sony Pictures par la suite, donc c'est le premier film français quand même distribué par une major américaine. Et voilà, c'est un honneur de défendre ce film. Je pense que Bouchra va suivre votre calendrier ville par ville. Et puis alors, l'occasion d'en venir. On diffuse sur une dizaine de villes, donc si vous allez au Havre, ou à Dijon, ou à Marseille, Bouchra fera donc le relais. Bien sûr. Merci en tout cas et bonne chance pour la suite. Je voulais juste rebondir là-dessus quand on parlait de Dawala, de Wachibé, du label. Oui. Si vous vous souvenez de Sonia Djerbi de la marque Thinking Bag qu'on a reçue en coup de cœur il y a pas très longtemps de cela, pour vous dire que la boutique Wati Boutique en fait ouvre ses bras justement à la marque urbaine et a engagé Thinking Bag pendant un mois à partir du 3 décembre et il y aura une inauguration, un show à l'américaine qui est prévu justement avec énormément de monde et plein de produits Thinking Bag qui reversent justement 10% de ses bénéfices à l'association Maraude Banlieue Plus, justement pour soutenir les bonnes œuvres et justement distribuer des paniers repas aux SDF parisiens. Très bien, merci beaucoup Sofiane Lagdari, Tarek Pami et Bouchra, bon courage et bonne chance pour la semaine prochaine. Merci. Votez, votant. Comment on dit? Allez voter. Votez, votons. Votez, votons. Et choisissez les moins pires. C'est l'expression qu'on dit. En France, il y a une belle phrase pour les élections en général. On dit au premier tour, on choisit. Ouais. Au deuxième tour, on élimine. C'est ça. Sauf que là, apparemment, ça va partir directement sur éliminer. C'est ça, exactement. Vous avez compris le principe. Merci à tous. Dans un instant, hommage à Malek Chebel sur France Maghreb 2 pour la suite de ce grand forum. Merci à tous. Et à très vite. Il est pour l'instant 18h02. Un petit peu de retard. L'actualité, le rappel pour ce soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.
Bonsoir à tous. À Nantes, 4 patients traités par chimiothérapie dans cet hôpital ont présenté des complications graves. Après la mort de 3 d'entre eux, les 10, 12 et 13 novembre, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a saisi hier l'inspection générale des affaires sociales. Les 4 patients ont reçu un traitement comprenant le médicament cyclophosphamide en remplacement du médicament Melphalan. Le personnel s'interroge aujourd'hui sur ce remplacement de médicaments. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. À Paris, l'hôpital Georges Pompidou est fermé après une alerte à la bombe. En ce début d'après-midi, les forces de l'ordre se sont déployées aux abords et dans les locaux de l'hôpital européen Georges Pompidou, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Des vérifications ont lieu actuellement. Tous les accès ont été fermés par mesure de précaution. Dans les Alpes-Maritimes, la justice a engagé une procédure pour empêcher une famille d'appeler son bébé Mohamed Merah, un nom évoquant celui du tueur djihadiste de Toulouse et Montauban en 2012. En France, les officiers d'état civil ne peuvent plus décider d'interdire un prénom. La municipalité estime cependant que ce choix des parents pouvait être contraire à l'intérêt de l'enfant et assimilé à une apologie du terrorisme. 500 kilos de cannabis ont été retrouvés dans un local municipal. La drogue était entreposée dans un camion venu d'Espagne qui s'apprêtait à se cacher dans un local technique de Saint-Denis. 2 agents municipaux ont été interpellés. Le climat est de plus en plus lourd en Corse. La sous-préfecture de Corté a été attaquée cette nuit au cocktail Molotov. Sport, il y a du football ce soir en Ligue 1, 2 matchs au programme. Lorient-Monaco à 19h et Lille-Lyon, coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Tennis, la paire française Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert a terminé le Masters de Londres sur une 3e défaite en 3 matchs aujourd'hui à Londres où elle est désormais assurée de perdre sa place de numéro 1 mondial de la spécialité. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est la dernière partie de ce grand forum avec une partie consacrée et un hommage réservé à Malek Chebel, mort à l'âge de 63 ans le week-end dernier. Malek Chebel est un anthropologue des religions, né le 23 avril 1953 à Skikda, et mort donc le 12 novembre à Paris, le 12 novembre 2016. C'est ce que l'on a appris avec tristesse donc à l'âge de 63 ans de Malek Chebel, anthropologue donc des religions, je le rappelle, et psychanalyste algérien, défenseur d'un islam des Lumières qui incarnait une vision ouverte et moderne d'un islam respectueux de la laïcité. Il proposait, entre autres, une démarche innovante, une lecture contextualisée des préceptes de l'islam et de la pratique religieuse. Sa disparition soudaine est une grande perte pour les musulmans de France et nous présentons évidemment au nom de toute l'équipe de France Maghreb 2 toutes nos condoléances à sa famille, bien sûr. Sa pensée religieuse, héritée des penseurs modernistes, a ouvert une voie incontestable et d'échanges fructueux entre la culture française qu'il maîtrisait et la tradition humaniste de l'islam du Maghreb qu'il voulait faire connaître. Il a publié une 30aine de livres, dont le Dictionnaire amoureux de l'islam chez Plomb. Cet homme donc parle d'autorité, ou parlait d'autorité, et il nous met en garde contre l'islamisme qui est en train, selon lui, de déstabiliser nos pays. Il se définissait comme un laïc et s'inquiétait vivement de notre tolérance à l'endroit des fondamentalistes. Ainsi, nous avons fait le choix pour cette dernière partie du Grand Forum de donner la parole à ceux qui l'ont connu, côtoyé, avec qui il a échangé. Hommage à Malek Chebel ce soir sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Comme premier intervenant et pour ouvrir le bal de cet hommage, on va entendre donc au cours de cette petite vingtaine de minutes les gens qui l'ont connu, côtoyé. Donc en premier lieu, le docteur Mohamed Ghanam. Bonjour. Oui, bonjour. Si je vous dis Malek Chebel, docteur, qu'est-ce que ça vous évoque? Malek Chebel, c'est un de nos éminents penseurs, en particulier sur l'islam. Je pense qu'il s'est intéressé à ce sujet de façon sérieuse et studieuse. Il a surtout appuyé, à mon avis, toute son œuvre sur l'islam des Lumières. Il a essayé, en tout cas, et je pense que pour moi, il a réussi, c'est qu'il a réussi à l'expliquer de façon simple, pas de façon compliquée, de façon pas vulgarisée dans le sens vulgaire du terme, mais vulgarisée dans le sens compréhensif par tout le monde, par n'importe qui pouvait comprendre ce qu'il disait.
Je retiens de lui un homme humble, un homme simple, un homme qui aime la vie, un homme qui respecte les autres, un homme d'amitié, un homme à qui on peut donner confiance, et surtout, je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait pour la communauté, entre guillemets, on n'aime pas trop ce mot, mais comme la communauté existe quand même, sur le plan, sur le plan philosophique, sur le plan culturel, sur le plan religieux, il a beaucoup aidé à la compréhension de cette religion qui paraît toujours étrangère pour certains, alors que c'est la deuxième religion de France. Merci, Dr Ghanem, d'avoir donné ces quelques mots pour Malek Chebel ce soir. Monsieur Hichem Ben Yaïch, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc dans cet hommage rendu à Monsieur Malek Chebel, qui nous a quitté le 12 novembre dernier. Quand je parle et je vous dis Malek Chebel, ça vous évoque quoi, Monsieur Ben Yaïch? D'abord une volonté farouche d'entrer dans une pédagogie d'explication de l'univers de l'islam et des Arabes. Malek Chebel, parti trop tôt, à 63 ans, était d'abord une exception en termes de capacité de travail, de réflexion, et toute sa vie, il a structuré autour de ce travail, autour de ces 35 livres, plus de 35 livres qu'il avait écrits, et je pense que les thématiques abordées d'une profondeur considérable portent encore, puisque les livres vont survivre au-delà de sa mort, sur cet univers de l'islam, les Arabes, sur le pouvoir de séduction, sur les femmes, une série de thématiques. Et je sentais, c'est une relation d'amitié qui dure depuis une trentaine d'années. Je l'ai vu esquisser une œuvre qui ressemble à une sorte d'encyclopédie sur ce qu'on appelle la mentalité des Arabes et des musulmans. Parce que quand on met ces livres-là côte à côte, on voit la profondeur et cette volonté de ratisser, en fait, peut-être c'est pas tout à fait le mot, mais d'être dans ce spectre permettant la compréhension et donner un sens à ce monde et la civilisation arabe. Il y avait une force chez lui d'abord d'attaquer des thématiques quand on sait la difficulté, par exemple, de traduire le Coran. Il l'a fait pendant une dizaine d'années. Il a travaillé sur sa traduction sur une dizaine d'années. C'est dire vraiment sa capacité de travail. Malek Chebel a mis aussi beaucoup de temps pour aborder, par exemple, l'Algérie. Il a fait un dictionnaire amoureux de l'Algérie. C'est très difficile pour un Algérien d'aborder dans la sérénité ce pays. Donc il a repoussé, je le voyais, on discutait en permanence sur ces problématiques, et notamment sur l'Algérie. Il avait repoussé les échéances, et finalement il a fait un livre qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de l'Algérie, qui est une beauté avec la neutralité nécessaire, c'est une distance permettant d'être dans cette pédagogie et d'explication pour mieux comprendre ce pays à travers justement sa complexité et sa composition sociologique diverse. Voilà, donc Malek Chebel, c'est vraiment une perte considérable. L'autre point, c'est que quand on sait le milieu intellectuel en France, qui est très codé, qui a des mœurs particulières de cooptation, et bien il a fini par pénétrer ce cercle très fermé. D'abord, il a été adoubé par les bonnes personnes, et surtout, à mon avis, parce que moi je connais ce milieu, c'est aussi par sa production de livres. Il produisait 1 à 2 livres par an. C'est-à-dire que c'est une capacité qui permet de perdurer et de prouver aussi par la qualité de son travail, aussi de prouver qu'on est bon. Donc il était aussi dans cette il a su très tôt comprendre l'outil des médias
et l'importance de pouvoir les utiliser à bon escient pour amplifier son discours. Et puis, chose que personne ne sait, en tout cas ne savait, c'est qu'il était arabophone jusqu'au bac. Et donc le français était vraiment, il avait fait ses études en arabe et le français était comme une langue étrangère, mais il l'utilisait pas, en tout cas pour ses études. Et après, en arrivant en France, d'abord une chose extraordinaire, c'est qu'il a appris le dictionnaire par cœur. Et non seulement parce qu'on peut apprendre le dictionnaire, mais ne pas restituer les mots dans leur contexte, il s'est approprié la langue avec une maîtrise incroyable. Et puis, d'ailleurs, dans ses premiers livres, quand on les lit, on voit un langage savant absolument impénétrable, mais je dirais inaccessible pour le grand public. Et puis, petit à petit, il s'est assoupli. Il a commencé d'ailleurs par l'accompagnement de certains éditeurs, notamment Claude Durand des éditions Fayard. Ils l'ont poussé à être dans une approche pédagogique. Parce qu'ils ont compris aussi la nécessité qu'il y a un problème en France autour de l'islam et de son explication. Donc il y a vraiment un grand public qui est curieux. Il y a un paradoxe autour de l'islam, c'est une religion qui suscite beaucoup de peur, mais en même temps, il y a une curiosité pour savoir ce que c'est ce mystère. Et donc Malek Chebel était vraiment l'homme qui a su véritablement, à un moment donné, par rapport à l'intégrisme et au discours nihiliste de cette secte qui a détourné l'islam et qu'on voit à travers le djihadisme, les attentats, etc. Il a su sortir au bon moment ce qu'on appelle l'islam de lumière. Et donc il a fait un livre autour de ça et qui a capté complètement. Il arrivait à point nommé. Merci Monsieur Hicham Benaïch pour ces quelques mots pour Malek Chebel, donc qui nous a quitté le 12 novembre dernier à l'âge de 63 ans. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Monsieur Marc Shepson, bonjour. Bonjour. Alors nous consacrons donc cette dernière partie d'émission à la disparition de Malek Chebel, donc survenue la semaine dernière. Nous souhaiterions avoir votre réaction, puissiez nous parler de Malek Chebel. Écoutez, ma réaction, c'est bien évidemment beaucoup de peine face à la disparition de quelqu'un qui était un homme libre. Et c'est très rare. C'est très rare, les hommes libres. Et quelqu'un qui pouvait avoir des positions qu'on pouvait partager ou pas, c'est pas le sujet, mais qui avait l'authenticité, le courage de les exprimer et d'aller vers les autres. Et donc c'est sa disparition d'un peu de cette liberté que je salue aujourd'hui et je pense que face à ce type de disparition, nous sommes tous en deuil quelque part. Très bien, et bien entendu il a apporté énormément, donc puisqu'il a écrit une trentaine de livres. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a retenu votre attention? Bon, je dirais que